Genre j'étais avec Brad Pitt la semaine dernière, il fait genre ok, tu fais quoi dans la vie ? Il n'est ni cuisinier, ni humoriste, ni influenceur, et pourtant, il est un peu tout ça à la fois. C'est Woogies que j'accueille à mon micro cette semaine. Allez, je me lance sur les réseaux. Le mieux est l'ennemi du bien. Mieux vaut un contenu imparfait qui est sur TikTok qu'un contenu qui ne sort jamais. Les contenus que je fais, c'est des contenus que j'aurais aimé trouver. Et je trouvais ça fort, la création de contenu, tout créer soi-même, être dans ses studios, évoluer, monter sa boîte. C'est vraiment genre pacte de sang, tu vois, avec Instagram. À l'heure où l'on entend qu'il est trop tard pour se lancer, ou que tout a été fait, Hugo a fait le pari à 30 ans de changer complètement de vie et de poursuivre sa passion. T'as trouvé la recette parfaite. Pourquoi mon contenu il a pas marché plus à ce moment-là ? Pourquoi lui ça marche ? Est-ce que t'arrives à ne pas te comparer ? Et j'ai la peur de disparaître, tu vois. Désolé Woogies, les petits nouveaux sont arrivés. Au revoir, t'as fait du bon boulot, hein. Ciao. Dans cet épisode, on parle de comment se faire une place dans un milieu très concurrentiel, de paternité et bien sûr de nourriture. Et du coup, je grignote toute la journée, il y a un vrai truc. Si on pouvait manger et que ça n'ait aucun impact sur notre corps, et quand il y a quelqu'un qui te dit un truc, je suis là genre en mode c'est coup de poignard quoi. C'est pas trop dur de devenir parent ? Mais les gars, si personne nous le dit, on Comment va on pas peut le le savoir ? Juste avant de commencer, j'ai réalisé en regardant les stats d'InPower que plus de 70% des personnes qui écoutent ce podcast ne sont pas encore abonnées. Je sais que pour vous, à écouter ça ne change pas grand chose, mais pour nous ça fait toute la différence. Alors un grand merci par avance à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Woogies. Bonjour Hugo. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Merci de m'accueillir. Bah écoute, je suis ravie de te rencontrer, je suis ravie d'en savoir plus sur toi, parce que, bon, moi j'adore la bouffe, tout le monde le sait, j'ai reçu pas mal de chefs, mais toi t'as, et tu vas nous partager comment toi tu te perçois, mais t'as ce statut un peu hybride que je trouve hyper intéressant, et tu viens un peu bousculer les codes, je trouve, de cette industrie. Donc la question que je pose d'abord à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Je vais faire assez clair et concis, mais du coup, je m'appelle Hugo, j'ai 32 ans et je suis créateur de contenu et cuisinier amateur. Ok, c'est comme ça que tu te vois. C'est plutôt clair, ouais. Et alors, comment est-ce que tu te serais défini il y a 10 ans ? Et bah ça, c'est dur. Parce que j'aurais dit, je suis Hugo, j'ai 22 ans. Et sur la dernière partie, je sais pas, j'aurais dit jeune parisien, je me serais peut-être plus identifié sur là où j'habite, mais je travaillais dans la publicité et les médias. Mais j'aimais pas trop définir ma personne par ce que je faisais vraiment. Là, c'est à peu près ce dont on va parler, donc je me présente comme ça, mais dans la rue, j'aurais envie de faire comme Tony Parker quand il a fait, tu vas dire, je m'appelle Hugo, tu vois. Ok. Mais pour pas définir qui t'es via ton activité. Si tu devais ne pas te définir par ton activité, tu dirais quoi ? Je dirais une personne, ma foi, joviale, aujourd'hui papa. Mine de rien, ça influe sur les discussions que tu peux avoir avec les gens après. Ouais, c'est clair. Et ouais, non, jovial, sympathique, qui aime rencontrer les gens, discuter avec et d'essayer de... C'est compliqué comme question. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. En fait, ce que je trouve intéressant... Tu vois, j'ai fait un dîner une fois, organisé par une amie. En fait, elle invite, 5-6 personnes et personne n'a le droit de dire ce qu'il fait avant 1 heure de discussion. Enfin, en gros, tu vois, c'est genre, il y a un apéritif, on parle tous ensemble, mais on n'a pas le droit de parler de notre job. Et ensuite, en gros, on a chacun un petit papier à la table avec des indices sur ce que fait quelqu'un et on doit deviner qui c'est. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé l'exercice hyper intéressant parce que on a tellement vite fait de se définir par ce qu'on fait et pas par qui on est, que j'aime bien, moi, en effet, quand je pose cette question d'introduction, voir comment les gens spontanément se définissent parce que, en fait, ça... Enfin, en plus, sans aucun jugement de valeur, tu vois, mais ça en dit long sur comment ils souhaitent être perçus et comment juste ils se définissent en tant qu'être humain, tu vois. Alors que spontanément, on va vite dire ce qu'on fait comme si c'était plus significatif que qui on est. Je suis assez d'accord. Moi, par exemple, dans les dîners, soirées ou autres, quand je rencontre des gens, c'est pour ça que je disais que, là, je le précise parce que c'est à peu près... Enfin, je pense qu'on va en parler. Mais aujourd'hui, j'aime bien me présenter en tant que Hugo et de lancer les conversations. Et les meilleures conversations avec les gens que je peux avoir et les gens que je retiens, c'est de me dire... Je sais pas ce qu'il fait dans la vie, tu vois. Et en fait, ça, c'est un vrai truc génial. Voire même un truc qui est assez cool aujourd'hui avec, tu vois, on est créateur de contenu, donc il y a ce côté un peu rêve, tu vois, quand tu parles de ça aux gens. Et en fait, plus tu retardes le moment, plus, tu vois, s'il y a des gens qui savent pas ce que tu fais et qui connaissent pas ton activité, si au bout d'un moment ils disent mais toi tu fais quoi dans la vie, tu sais, tu dis un truc un peu étonnant, genre j'étais avec Brad Pitt la semaine dernière, il fait genre ok tu fais quoi dans la vie, t'as ce truc de te dire et que tu racontes, ils sont là quoi, enfin t'as un côté un peu genre waouh c'est étonnant, et j'aime bien arriver à ce truc là, non pas pour la surprise de la découverte, mais plus pour se dire ah ok putain t'es pas obligé de l'annoncer quoi. Ouais non c'est et sûr, ça, c'est sûr, surtout que ça biaise plus ou moins
l'idée que les gens vont se faire de toi. Ah, ça, c'est Tu sûr. vois, si jamais tu le dis dès le début, de prime abord, et que les gens ne te connaissent ni d'Ave ni d'Adam, il y a Mais- quand même des préjugés, quoi. Et surtout, je pense que ça contextualise d'office la conversation que tu vas avoir. Si Ouais. tu dis genre bonjour, je suis médecin, tu vas orienter toutes tes anecdotes en disant ah c'est marrant parce que moi j'ai mon cousin qui a fait médecine et en 2e année blablabla. Et du coup, tu vas forcément essayer d'axer tes trucs pour essayer de meubler. Alors que si t'as pas cette conversation là, c'est un peu un ni oui ni non parce que il y a quand même des moments où tu as envie de poser la question pour comprendre un peu Ouais. qui est la personne. Mais je trouve ça chouette de pas avoir à parler de ça et d'être dans des sujets sans contextualiser ce que tu fais. T'avais des préjugés, toi, préjugés, tu vois, positifs comme négatifs, sur les créateurs de contenu avant de te lancer? Non, je les ai toujours admirés de manière générale. J'ai toujours trouvé ça très fort, moi, le fait de pouvoir mettre son... J'ai toujours du mal à me mettre dedans, donc j'ai ce côté un peu de dire, genre, je suis toujours fasciné de voir... Quand je parle des créateurs, je parle vraiment des bigs, tu vois, genre des mecs comme Squeezie, par exemple, que j'ai toujours suivi, pas forcément pour ce qu'ils faisaient, je suis pas trop dans le gaming, donc au début, c'était assez axé sur ça. Mais je trouvais ça fort, la création de contenu, tout créer soi-même, être dans ses studios, évoluer, monter sa boîte. Il y avait un côté génial, il est un peu plus jeune que moi en plus, donc j'étais en mode, waouh, le gars est trop fort. Et toujours un peu admirer ça. Au début, quand il y a eu les blogs, c'est pareil, je trouvais que le fait d'écrire, d'avoir de la régularité, de faire ça, c'était souvent des hobbies avant de devenir un métier. Je trouvais ça assez bluffant, quoi. Donc jamais de préjugés, plutôt vraiment une fascination pour ce milieu-là. Et qu'est-ce qui a fait, tu penses, que tu ne t'es pas lancé avant? Parce que c'est assez récent, on va en parler, Ouais. mais Mais je tu vois, pense que... à sortie de tes études, tu Ouais. t'es dit quoi? Alors, sorti de mes études, en fait, pour revenir, ce qui est marrant, c'est que je pense qu'on y reviendra après, mais à la base, moi, je voulais, dans mon rêve, je m'étais dit, genre, j'aime pas trop le lycée, enfin, j'aime pas trop l'école en règle générale, j'ai envie de devenir réalisateur, genre de film, quoi. Et mon père, qui a eu un pied dans le théâtre et dans le cinéma, etc., m'avait dit, fais gaffe, parce que c'est cool de faire des études de ciné, mais si toi, ton objectif, c'est de devenir Guillaume Canet, et quand même en tête que c'est pas une école qui te fait devenir à la fin, genre ton objectif rêve de faire les festivals de Cannes et des trucs comme ça. Il y a quand même un truc où c'est un métier qui est compliqué, il n'y a pas beaucoup de place, etc. Donc réfléchis à quel est l'acte que tu as envie de prendre pour être sûr de pouvoir être heureux dans ce que tu fais, etc. J'avais bien réfléchi et finalement je me suis orienté vers le multimédia. Alors je ne l'ai pas fait du jour au lendemain, ça a été un cheminement, mais du coup multimédia. Et derrière, donc j'ai fait des études là-dedans. J'ai perdu le début de ta question, mais dans l'idée, c'était de se dire que oui, je me suis pas lancé au début parce que j'avais un métier qui me plaisait vraiment et où j'étais à fond dans la création de contenu, mais pour les autres, entre guillemets, vu que j'étais dans des médias et après dans des agences de publicité. Et il y a eu cette idée de me dire, genre, je le fais très bien, c'est très cool. Et plus j'ai évolué, à un moment, j'ai commencé à avoir des bribes de trucs. J'avais au début des podcasts, enfin au début, au moment où il y a eu vraiment un peu une hype, je dirais, en 2016, j'avais écrit un podcast, un épisode génial, ça s'appelait Blitz. C'était, comment j'avais appelé ça? C'était curieux compulsif. Et du coup, chaque épisode était sur un sujet ultra spécifique. Donc le premier, c'était sur les trous noirs. Je m'étais tapé une phase là-dessus, et donc du coup, c'était un épisode. J'ai perdu le fichier Word, et j'ai jamais sorti ce truc. Mais j'avais acheté le micro, etc., qui est resté dans mon placard pendant 1 an, et qui est ressorti plus tard pour Woogies. Mais ouais, donc je me suis jamais vraiment lancé et je l'ai fait vraiment là il y a 3 ans. Mais alors 2016, c'était la hype des podcasts aux States. En Oui, France, quand je- t'avais aucun podcast. Quand je disais la hype, c'est vraiment en mode, ça restait niche, hein, mais Ouais. c'est le moment où moi je commençais à vraiment écouter pas mal de trucs aux États-Unis. Il y avait quand même des trucs en France qui émergeaient. Et du coup, je sentais qu'il y avait un truc qui se créait autour de ça. Et j'avais envie de me dire, ok, je prends la vague pendant qu'elle est là. Finalement, je ne l'ai pas fait. Mais ça viendra peut-être un jour. Et a posteriori, parce que je pense que ça peut intéresser peut-être des personnes qui sont dans ce cas de figure, j'en connais, qui ont ces idées, qui ont ces envies, sans jamais que ça passe vraiment à la vitesse supérieure. Rétrospectivement, est-ce que tu arrives à identifier les raisons qui font que ce projet Blitz là, n'a pas vu le jour? Il y a eu pas mal de raisons. Je pense qu'elle est assez personnelle. C'est que j'ai un vrai truc. Si c'est pas facile à un moment et que j'y arrive pas et que je me suis pas donné toutes les mesures de le faire, je peux lâcher un projet, tu vois, et passer à un autre. Parce que c'est ça aussi l'idée de Blitz, c'est que je me suis pas dit genre ok je le fais pas, j'abandonne. Mais là genre j'ai vraiment dans l'histoire perdu le document que j'avais écrit avec tous ces trucs ultra sourcés. Du coup depuis je suis passé sur Google Drive, tout est en ligne, je ne perds plus mes documents. Mais à l'époque il y avait vraiment ce truc de me dire non c'est trop compliqué là, j'ai fait tout ce taf pour rien.
Et je pense que ça m'a donné une bonne excuse pour pas le faire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, par exemple, sur Woogies, on fait pour contextualiser quand même, si les gens ne connaissent pas, mais des recettes sur les internets, YouTube, TikTok, Instagram. Je me suis vraiment mis en projet avec des objectifs définis. Et surtout, je pense qu'il y avait un vrai truc, c'est que je me suis rendu compte que la cuisine, c'était ma passion déjà à titre perso. Et qu'en fait, je me disais, je fais un projet sur ma passion. Blitz, c'était cool, mais c'était l'écriture vraiment qui primait là-dessus. Et j'adore écrire, mais c'est pas non plus mon dream, tu vois, de me dire, vas-y, je me mets au coin du feu et j'écris mon truc. Même si l'image est sympa, etc. Mais passer ma journée à écrire, faire des recherches, c'était cool. Mais en fait, je pense que ce qui me plaisait vraiment, c'était de trouver un truc qui me fasse kiffer, comme la cuisine, par exemple. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est l'image est cool, mais pas forcément la réalité. Et je trouve, j'en ai déjà parlé sur ce podcast, mais que c'est l'écueil vraiment de notre époque, c'est de fantasmer l'image d'un métier ou d'une réalité et finalement que ce soit pas vraiment ce qui nous fasse vibrer. Comment est-ce que tu arrives à faire la différence, toi ? Est-ce qu'il y a eu un moment typique où tu t'es dit non mais en fait ça c'est le mauvais rêve ? Je pense que j'ai eu la chance de travailler dans les médias avant. Et aujourd'hui, j'ai vraiment imaginé Woogies. Enfin, quand je dis Woogies, je parle pas de moi à la troisième personne, mais du coup, comme le projet, je l'ai vraiment imaginé en me disant, ok, c'est un média aujourd'hui. Et je le vois, alors sans se dire que c'est une corvée, mais vraiment comme un boulot, tu vois. Je me donne des objectifs. Ça me permet de scinder aussi de ma propre personne et d'éviter de tomber dans certains problématiques que peuvent rencontrer aussi les créateurs de contenu ou créatrices sur l'image que peuvent s'en faire des gens. J'essaye de mettre assez peu ma vie personnelle en avant. Donc les seuls trucs que les gens peuvent voir hors de mes vidéos, c'est ce que je fais à manger pour moi ou les voyages que je fais. Mais en général, les voyages, ça va être de la bouffe encore. Donc j'essaye d'axer très peu sur ça. Et en fait, ça a été ma technique pour aussi pas tomber dans ce côté un peu mauvais des réseaux sociaux avec la santé mentale que tu peux mettre en jeu sur ce genre de trucs-là. Parce que je pense que c'est une des parties qui est un peu fantasmée de se dire putain c'est cool la célébrité, la création de contenu. Mais derrière en fait c'est quand même un boulot, c'est de l'acharnement. Et je trouve ça assez mal perçu la plupart du temps, le boulot qu'il y a derrière chaque contenu que tu peux poster, quoi. Ouais. T'en avais conscience toi avant de te lancer ? J'en avais conscience, peut-être pas à ce point-là. J'étais conscient que c'était énormément de travail. Là où j'avais moins de la perception des choses, et je pense que tu peux pas te rendre compte tant que tu l'as jamais vécu, c'est l'implication émotionnelle que tu mets dans ce projet-là. En fait, tu donnes de ta personne, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire que y a un peu de toi qui appartient aux gens d'une certaine manière. Et je pensais pas à ce point-là que ça pouvait atteindre. Et je pensais être assez costaud. J'ai la chance, tu vois, d'avoir 32 ans. Alors ça va, je suis pas vieux, mais il y a ce truc de pouvoir se dire, par exemple, quand je discute avec des créateurs ou créatrices qui ont genre 20 ans, tu vois, aujourd'hui, parfois ils peuvent me faire des retours un peu comme un grand frère, mais où ils vont te raconter des trucs et tu te dis « Ah non, mais ça, il faut que tu réussisses à passer au-dessus ». Et dans ma tête, ça me paraît comme une évidence, mais je me dis « Mais à 20 ans, évidemment que j'aurais eu la même problématique parce que t'as pas le même recul, t'as pas vécu certaines choses, etc. » Donc j'ai cette chance-là d'être assez âgé pour les réseaux sociaux, qui m'a permis aussi d'éviter certains pièges. Vraiment ce côté genre viscéral que tu donnes dans... c'est vraiment genre pacte de sang, tu vois, avec Instagram, où tu dis aujourd'hui tu te donnes de ta personne et c'est personnel, quoi. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te réveilles et tu te dis allez, aujourd'hui je me lance sur les réseaux ? J'ai fait... il y a eu le Covid. Au cas où vous avez loupé. Mais donc, il y a eu le Covid en 2020. J'étais à l'époque dans un magazine qui s'appelait Mint, qui s'appelle toujours Mint d'ailleurs, avec Déborah Pham. On a évolué, essayé de travailler ensemble, etc. Ça s'est bien passé. Sauf que malheureusement, je pense que c'était au moment de la crise de la trentaine. Je suis arrivé juste avant le Covid. Et ça m'a fait un espèce de choc où je me suis dit genre waouh. Là, ça fait 6 mois que je bosse sur ce truc, il va falloir tout remettre à zéro parce qu'on repart post-Covid, etc. Et je me suis dit, je pense que j'ai envie de faire un projet plus personnel parce que pour plein de raisons, il fallait que je bosse plus exclusivement sur Mint, mais aussi pour d'autres médias, bref. Et je m'étais dit, genre, ok, toute cette énergie-là qu'on va te demander post-Covid, et si tu la mettais à un projet un peu plus perso ?
Et c'est là où je me suis dit, genre, ok, je lance Woogies, mais pas tellement en mode passion, mais plutôt en mode, genre, l'objectif, c'est ça. Alors, je partais pas en me disant, genre, ok, très bien, objectif à 3 ans, t'as 1 million d'abonnés sur toutes les plateformes, mais je me disais, ok, aujourd'hui, tu travailles en conseil pour les médias, pour les marques et pour des gens. Au lieu de le faire pour eux, tu vas essayer de le faire pour toi et d'offrir ce conseil-là à des trucs qui te parlent un peu plus. J'adorais la bouffe et je me suis dit, genre, la restauration, les vignerons, tous ces gens-là, ils ont peut-être besoin de conseils, de création de la vidéo, c'était évidemment un gros sujet. Et mon but, c'était de me dire, ça peut me faire un cool CV de créer une page Insta pour aller voir les gens et leur dire, regardez ce qu'on pourrait faire ensemble. Et à ma petite échelle, dans mon rêve, tu vois, je me disais, même si, allez, dans 1 an, si ça marche bien, tu peux avoir 10 000 abonnés, ça peut être à la fois en mode, tu fais du conseil pour les gens, mais aussi avoir un petit côté, genre création de contenu, parce que ça serait mentir que de dire que c'était pas non plus un peu le rêve. Que ça marche à ce point-là, Ouais. je l'avais pas imaginé, mais en tout cas, à cette époque-là, je l'ai quand même dans un coin de la tête en me disant, genre, il faut que je le fasse. Et quand tu te dis, je lance ce projet en me disant, vraiment, c'est pas par passion, mais j'ai un objectif, quel est cet objectif? Qu'est-ce que tu te dis? À ce moment-là, c'est compliqué. Je pense que je me mens. Aujourd'hui, en post-rationalisant cette période-là, je pense qu'il y a le gamin et le passionné de la création de contenu dont je parlais tout à l'heure qui disait genre, waouh, si jamais t'arrives à vraiment devenir un créateur de contenu intéressant dans le paysage culinaire, ça pourrait être génial. Il y a une place à prendre. Aux États-Unis, ils font plein de trucs au niveau de la bouffe. Et nous, en fait, on fait pas de recettes. Il n'y a pas de recettes sur Internet. Il y a des mecs, mais de la télé, en fait, qui déclinent sur le web. Mais il y a assez peu de créateurs vraiment digitaux qui émergent. Depuis, il y en a pas mal. Et il y en a, enfin, je veux dire, Hervé Cuisine, qui est là depuis 10 ans maintenant. Je veux dire, il a commencé par un blog qui est toujours là. Et il est toujours présent, et il est toujours très fort. Mais du coup, il y a cette génération qui était là vraiment au début des blogs. Mais les nouveaux genre émergents, à ce moment-là, il n'y en a pas trop et je me dis, il y a une place à prendre. Donc mon objectif, un peu caché, c'est de me dire, si je peux prendre cette place, c'est cool. Et dans ma tête, il y a le fait de se dire, malgré tout, j'ai 30 ans, avec un enfant qui était en cours à ce moment-là, j'avais moins le côté fougue peut-être que quand t'as 20 ans où tu te dis, ouais, vas-y, au pire, je retourne chez mes parents si jamais ça marche pas, etc. Donc là, j'avais quand même un peu le truc de me dire, faut quand même que ça marche. Donc il faut que j'essaye de tout mettre de mon côté pour qu'on ait le truc. J'avais la chance de travailler dans les médias avant, donc j'ai construit aussi tout un truc en me disant, genre, on peut potentiellement faire des collaborations avec des marques, on peut faire du conseil, on peut imaginer plein de trucs pour trouver des sources de revenus qui permettent de faire de ce projet passion mon métier, quoi. Et c'était ça l'objectif. C'était que ça devienne mon métier, que je puisse en vivre, mais ça a impliqué aussi que ça marche forcément pour que ça puisse marcher. À quoi ressemblent les premiers jours de Woogies? Parce que ton quotidien change du tout au tout. Ouais, je pense qu'il y a un vrai truc où moi je fantasme toujours les projets avant qu'ils arrivent. J'écoute beaucoup de musique et je mets la musique, je suis en mode genre réduction de bruit, et dans la rue tu me mets une musique genre épique et dans ma tête je suis là genre waouh machin bla, genre le truc qui cartonne, tu vois, genre tu fais les plateaux télé, vraiment je suis dans un truc genre big Délire mégalo, délire. genre. Mais alors pas forcément mégalo, mais tu sais cette espèce de truc genre où parfois je me file des frissons, tu sais, dans mes rêves, en écoutant la musique, où je me dis oh, non, c'est un peu trop là quand même. et à ce moment-là, tu sais, il y a toujours un peu ce truc là. Je me dis genre bon ok, ça peut être un peu ça Woogies. Je pense que je saoule beaucoup ma copine à l'époque tous les jours en disant ah je pourrais faire ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et en fait ça se concrétise en mode genre j'ouvre vraiment un dossier sur mon ordi. Et je me dis genre voilà Woogies, à quoi ça va ressembler et c'est quoi la première vidéo. Et la première vidéo à l'époque, donc là j'avais vu un peu trop grand je pense, mais je m'étais dit je vais faire carrément une sorte de mini documentaire sur le Smash Burger qui explose à l'époque avec Dumbo notamment à Paris, Echo qui avait fait aussi des Smash, et je m'étais dit je fais à la fois un truc un peu genre recherche, comment il est arrivé à Paris, c'est quoi l'histoire aux États-Unis, et derrière la recette quoi. Finalement, je me rends compte que je suis pas assez à l'aise devant la cam et que en face cam, je suis pas bon. Et ça, comment tu te rends compte? Parce que souvent, on est quand même notre pire ennemi. Et moi, je connais des créatrices de contenu qui sont très bien à la caméra et qui me disent genre, elles ont arrêté YouTube parce qu'elles pouvaient plus se voir. Et ben alors, c'est là où, pour le coup, je suis pas dans l'autoflagellation. Hein. Quand je dis je suis pas bon en face cam, c'est que à ce moment-là, dans l'attente que j'ai de moi du rendu, j'y suis pas du tout. Tu vois, je bégaye, j'ai des redites, etc.
Et à l'époque, je me dis, mais non, c'est pas. En fait, je veux pas sortir un truc parfait, mais je veux quand même un truc qui me plaise. Ouais. Je me rends compte qu'en face cam, je suis pas bon. Quand je dis pas bon, encore une fois, c'est pas c'est de me dire, ça rend pas comme je veux. La caméra, elle tremble, même pour des problèmes techniques, tu vois. La caméra, elle tremble. Je regarde pas l'objectif, je regarde le retour. Et du coup, je trouve que c'est pas tu pro. voulais. Ouais. Et pour le coup, peut-être que, tu vois, il y a des gens qui arrivent à avoir ce côté amateur, homemade, etc. Mais là, je me disais, putain, tu travailles un peu quand même dans l'image, les contenus. Ce serait con que tu sortes un truc qui soit pas pro, quoi. Parce que les premiers gens qui vont te regarder, bah, c'est des gens, tu vois, qui ont aussi ce regard-là. Et j'avais envie que ce soit clean. En revanche, je me permets, pardon, c'est que, pour dire que je suis pas dans l'autoflagellation, c'est que je me rends compte à ce moment-là, par contre, qu'en voix off, tout seul avec mon micro chez moi, derrière mon ordinateur, il se passe quelque chose. J'y arrive, j'arrive à me corriger, etc. Le montage se passe plutôt bien alors que j'ai jamais fait de son. Et du coup, les premières voix off, je me dis genre, là il se passe quelque chose, donc je retire toute la partie face cam de la vidéo, à part une intro parce que je reste convaincu qu'il faut un peu genre humaniser la vidéo, et donc on me voit parler pendant quelques secondes. Mais ouais, le premier truc c'est de se dire, ok, c'est la voix off qui va devenir un peu le fil rouge, quoi. Ok. En fait, ça m'intéresse ta façon de procéder. C'est difficile, en effet, je trouve, trouver l'équilibre entre proposer une qualité suffisante pour être fier de ce qu'on fait et ne pas tomber dans le perfectionnisme qui peut nous empêcher finalement de sortir quoi que ce soit. Donc, tu vois, je me dis en effet, est-ce que toi, tu t'es vraiment basé sur toi-même et tu avais cette objectivité pour vraiment juger ton contenu, ou est-ce que, et tu conseillerais potentiellement, tu vois, de montrer à d'autres gens, d'avoir leur avis avant de potentiellement, tu vois, te censurer sur un aspect ou un autre, parce que je trouve ça assez difficile en effet de juste se baser sur l'avis qu'on se fait de nous-mêmes, parce qu'il y a encore trop de gens qui se disent, enfin tu vois, moi ça me fait rire quand les gens me disent genre non mais je peux pas, je sais pas me lancer sur TikTok, j'ai pas de bonne caméra, et je suis là genre prends ton iPhone, Ouais. tu vois, finalement est-ce que le fond ne compte pas plus que la forme? Mais le débat est ouvert. Bah, pour le coup, alors moi j'ai un vrai truc que je dis souvent, j'ai l'impression de faire des conférences dans le monde entier, mais quand je parle justement de ça, c'est que mieux vaut un contenu imparfait qui est sur TikTok qu'un contenu qui ne sort jamais. Qui est parfait mais qui est dans ta et tête. En Quoi. fait, ce truc-là, mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, en fait, le mieux est l'ennemi du bien. C'est ma copine qui dit tout le temps ça, et je trouve qu'elle a raison. C'est-à-dire que à force de vouloir ajouter quelque chose, tu vas perdre l'idée initiale qui était fraîche, qui allait bien et qui marchait. Et en fait, il faut qu'elle sorte quand elle est fraîche encore, et pas d'essayer de perfectionner ce truc-là. Et le problème aussi du perfectionnisme, en tout cas sur la création de contenu, c'est que à la fin, c'est plus du perfectionnisme, c'est du rafistolage. C'est que tu te dis, ah là, j'étais peut-être pas bien, du coup, je vais peut-être essayer de zoomer sur la vidéo pour qu'on voit pas, parce que j'avais laissé un bout de lampe derrière, mais du coup, ça rend pas bien. Et en fait, mieux vaut qu'on voit un bout de lampe, mais que l'image soit clean, plutôt que d'essayer de cropper un truc où tu as une image dégueu. Donc moi, j'ai un vrai truc de me dire, mieux vaut que ce soit pas parfait et que ça sorte. Et aujourd'hui, par exemple, tu vois, quand je regarde ma première vidéo, je suis obligé de me cacher les yeux. Je me dis genre, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Et même, par exemple, c'est un très bon exemple d'ailleurs de ce que je viens de dire, mais genre pour contrer la face cam où je trouvais que j'étais pas bien, j'étais convaincu qu'il fallait qu'il y ait cette face cam là, mais je la trouvais un peu chiante. Et donc, vous pourrez vous amuser à les regarder. Déjà, j'ai les cheveux aussi longs que toi sur cette vidéo, donc ça me fait rire de la regarder. Mais derrière, je mets des effets sur la vidéo, genre des gros zooms. La vidéo, elle fait un 360 sur elle-même. Elle se décale. À un moment, je donne un espèce de coup de poing, tu vois, dans l'air, en mode genre, oh, c'est trop bien. Genre, la vidéo, elle bouge comme ça. Et quand je regarde ce truc, je fais genre, mais non, mais c'est pas possible, j'ai pas fait ça. Et dans ma tête, je m'étais dit, ça donne un truc, tu vois, au moins la face cam, elle est moins chiante, linéaire et tout. Et tu vois, je me dis, genre, j'aurais jamais dû faire ça. En fait, c'était très bien, c'était posé, c'était calme. Mais en essayant de faire mieux, j'ai un peu dénaturé le truc. Mais au final, ça a quand même marché. Ouais, complètement. Cette vidéo a bien pris, etc. Après, a posteriori, il y a des gens qui m'ont dit « les effets, je suis pas sûr tu vois, de les avoir mis. » J'ai la chance d'avoir des amis qui ont été toujours objectifs sur tout ça et qui m'ont toujours dit... Personne m'a jamais dit genre « c'est trop bien ce que tu fais, vraiment, continue. » Si, continue, ils me l'ont dit, mais j'ai toujours eu genre « Ok, génial. Si je peux me permettre, essaye peut-être de faire ça, ou alors, j'ai pas compris cette partie-là, t'allais trop vite. » Et ça me permettait à chaque fois de m'améliorer. Et tu parlais tout à l'heure de demander des avis extérieurs. J'ai un truc, c'est que je pense qu'il ne faut pas en demander trop. Je pense qu'il faut trouver ta personne de référence où tu sais que tu te comprends et où tu sais qu'elle va être honnête et qu'elle ne va pas aller dans ton sens forcément. Mais par contre,
si tu demandes à trop de gens, tu peux avoir trop d'avis. Et justement, tu vas essayer de faire rentrer les avis de tout le monde, mais c'est pas possible. Donc en fait, le fait d'avoir une autre personne, ça peut te dire genre, ok, c'est ma ligne directrice, et je sais que cette personne-là, elle va dire ça. Mais si tu le montres à ta mère et à ton cousin, ta mère va te dire genre, ah là, tu parles peut-être un peu trop longtemps, et ton cousin va dire, ouais, en fait, c'est trop bien, la vidéo, elle est longue. Sur YouTube, maintenant, ça marche bien, on a envie de... Donc il y a vraiment ce truc qui peut être générationnel, de goût, d'avis, Donc trouve quelqu'un qui tu sais que la vie peut matcher et vous avez la même direction dans la tête pour avoir toujours le même type de retour, parce que sinon tu vas te perdre. Et moi je sais que ça m'est déjà arrivé, j'ai des potes qui m'ont dit genre, il faut qu'on te voit pendant toute la vidéo. Et dans ma tête j'étais là genre non, moi j'ai pas envie, je veux juste qu'il y ait une seconde pour qu'on voit ma tête au début et après on m'oublie. Et je suis resté sur ce truc là, mais si tu les écoutes c'est trop compliqué quoi. Tu parles de direction et de trouver quelqu'un qui a la même vision. C'est quoi ta vision ? C'est compliqué. En fait, la vision, c'était de faire quelque chose qui soit simple, qui parle aux gens. J'aime bien le côté... les meilleurs retours qu'on me fait sur les contenus, c'est quand les gens me disent « Putain, j'ai l'impression d'être avec un pote en cuisine. » Quand je mets ta vidéo pour cuisiner, tu vois, j'ai l'impression qu'on est ensemble et qu'on cuisine ensemble. Le côté un peu amical, tu vois, que je trouve génial et qui, pour moi, était justement l'inverse que les chefs pouvaient apporter, justement. Parce que les chefs, de par leur statut, avaient un peu ce besoin de montrer de la rigueur, de la précision et un truc presque sérieux. T'avais pas trop de chefs, tu vois, qui étaient légers. Moi, c'est pas non plus des boutades, hein. Je fais pas des blagues dedans, mais ça va être un petit jeu de mots, ou alors je vais me foutre de ma gueule avec une blague où il y a un petit gimmick, tu vois, sur le piment d'Espelette qui fait toujours marrer les gens. Donc ça reste très léger. Et j'avais besoin que ce soit un truc léger et que les gens se disent pas genre, oh, c'est encore un énième truc un peu boring. Donc ce côté vraiment proximité et cuisine accessible, c'était ça la vision du truc, et de jamais trop en sortir quoi. Est-ce que tu penses, c'est une vraie question que je me pose à titre perso, qu'on doit savoir où on veut aller pour réussir et avoir cette espèce de plan déjà, tu vois, dans sa tête, assez clair et une vision affirmée, ou qu'on peut y arriver juste en étant un peu au jour le jour ? Je pense que, enfin selon moi, il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un vrai truc de direction. C'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de se dire que ton objectif c'est ça et tu as envie de l'atteindre. Et après, il y a un mot anglais qui a été francisé, mais qui est la sérendipité, que j'aime beaucoup, qui est je la fais très vite la définition, mais c'est tu cherches un truc A, ça vient de la science, tu cherches un truc A en faisant tes recherches, et tu trouves un truc B, mais qui est ultra intéressant. Genre le vaccin contre la rage, tu vois. Et du coup, tu as ce truc de dire, genre, ton objectif, c'est ça, mais sur ta route, il va se passer des trucs qu'il faut que tu saisisses à un moment, parce que ça peut genre, bouger légèrement ton objectif, et il faut pouvoir saisir si c'est une cool opportunité. Et par exemple, tu vois, à l'époque, moi, je m'étais dit, je veux faire YouTube. C'est YouTube, mon truc, et je veux devenir YouTubeur culinaire. Sauf que, pour faire une vidéo, il me fallait 2 semaines, donc je pouvais en sortir 2 par mois. Et comme c'était mon truc à 100%, je me disais, putain, 2 par mois, c'est pas assez. Surtout qu'au début, tu fais genre quelques centaines de vues, ce qui est très bien, mais quand tu commences. Mais par contre, je me disais, genre, j'existe pas. Et donc, je me dis, je vais me faire un compte Instagram. Et j'ai un ami qui me souffle l'idée en me disant, mais fais des recettes un peu faciles, qui te prennent genre 2-3 secondes à toi, vu que tu cuisines toute la journée, et tu les mets dessus, et ça te permet d'exister entre tout ça. Et je me dis, genre, ok, pas bête. Début des Reels, il y a déjà quand même des trucs qui se passent là-dessus. Il y a TikTok qui est déjà là depuis quelques mois. Et je me dis, je vais faire des recettes comme ça, en attendant, entre chaque vidéo YouTube. Il s'avère que le truc cartonne et prend super bien. Mais mes vidéos YouTube, elles restent dans le rythme du début, tu vois. Et ça aurait été bête de ma part de me dire, non, je vais faire du YouTube et je resterai sur YouTube. Du coup, je me dis, ok, je change un peu mon fusil d'épaule. Je vais essayer de mettre plus le poids du corps sur les recettes. Et du coup, je tourne genre 3 à 4 recettes par semaine sur ça, jusqu'au moment où je me dis, genre, j'ai plus le temps de faire les vidéos YouTube. Et en fait, je me dis, j'arrête les vidéos YouTube. Donc, dans ma tête, c'était un peu un échec, un petit échec, hein, mais parce que c'était ce que je voulais faire. Et finalement, j'ai eu la chance, c'est que maintenant que tout a bien marché et que j'ai pu m'entourer des bonnes personnes, je suis de retour sur YouTube depuis 1 an. Ça fait 1 an que je me suis relancé. Et là, je le fais de la manière que j'aime bien, avec un truc cool. Et pourquoi tu as voulu revenir sur YouTube ? On en parlait un peu tout à l'heure, j'avais la fascination pour la création de contenu. Je veux pas regarder mes stats de consommation de YouTube, elles sont aberrantes, je pense. Et du coup, je suis un gros consommateur de la plateforme. J'écoute pas la radio, je regarde pas la télé, mais du coup, c'est ma manière de m'informer sur plein de choses.
Et en tant que consommateur, j'avais envie de pouvoir me dire, ok, je veux mettre moi aussi ma patte là-dessus et je veux que mon contenu soit là. Parce que c'est celui que je consomme. Aujourd'hui, j'adore consommer ça et j'avais envie de me dire, je veux avoir moi aussi la possibilité de proposer aux gens ces contenus-là que j'adore, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai un vrai truc de fierté personnelle qui est que les contenus que je fais, ça peut paraître très égo-trip, mais c'est que les contenus que je fais, c'est des contenus que j'aurais aimé trouver. Et du coup, c'est un peu ce truc de dire, je suis content parce que c'est un truc que j'aurais eu envie de trouver, et ben là, je l'ai. Et si c'est pas moi qui avais fait la recette, j'aurais aimé la trouver comme ça, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je suis content d'évoluer là-dessus. Et parce que YouTube, format long, du coup, tu peux t'éclater. Tu peux faire des... Là, par exemple, on part à Copenhague pendant 5 jours pour faire un food trip, cuisiner là-bas, rencontrer des chefs. Donc, tu sors un peu de ton format un peu genre juste cuisine, recette, top shot. Et la création, ça m'a toujours fait kiffer. Donc, sortir un objet vidéo comme ça à la fin, je trouve ça passionnant. Mais c'est vrai que ça offre un champ des possibles qui est plus varié. Et tu soulignes un point hyper important, je pense, qui est un excellent point de départ de tout projet. C'est plutôt que de réfléchir à ce que les gens veulent voir, c'est réfléchir à ce que nous, on a envie de voir. Qu'est-ce qui manque et que nous, on aimerait trouver, en fait. Complètement. Et c'est surtout que si tu le fais comme ça, t'es sûr de le faire de la bonne manière. Dans le sens où tu le fais pas pour plaire aux gens. Enfin, si tu le fais pour plaire aux gens, mais surtout tu le fais pour plaire à toi. Mais je pense que ça, c'est un vrai truc. Maintenant, on commence à l'entendre pas mal dans la création de contenu, mais si tu te lances, il faut pas le faire en te disant genre je veux devenir riche et célèbre, parce que c'est pas forcément ça. Il faut le faire en te disant genre il faut que ça me plaise. Il faut que ça me plaise à moi. Et si ça me plaît à moi, tu peux rencontrer un public et tu continues là-dedans. L'écart qui peut être fait même dedans, moi j'avoue que j'ai souvent envie de tomber dedans, tu vois, mes démons mais c'est que parfois je me dis genre ça peut-être que ça ferait plus kiffer les gens si je faisais ça, ou cette recette peut-être qu'elle est pas assez accessible et du coup je vais pas la faire. Donc tu t'auto-censures en te disant potentiellement ça va pas intéresser les gens. En fait tu dis non, si ça t'intéresse toi, forcément les gens te suivent pour ce que tu fais aujourd'hui et donc tu vas générer de l'intérêt. Et si ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins tu l'auras fait pour toi. Et ça, t'arrives à garder cet état d'esprit maintenant que ça fait 3 ans que t'es sur les réseaux. Je trouve que c'est assez facile au début d'être vraiment dans justement la passion dont on parlait au début, d'être dans le partage. T'as pas trop d'enjeux, donc en fait t'es juste là à faire ce que t'as envie de faire. Et plus t'avances, je trouve plus c'est difficile de vraiment faire fi de ce troisième œil qui est le regard de l'autre et de pas créer ton contenu même inconsciemment en fonction de ce que tu sais peut marcher, de ce que les gens peuvent voir. Enfin voilà, t'as déjà rencontré un peu cette phase de en fait je sais même plus tellement ce que j'ai envie de faire, ou j'arrive plus tellement à faire la différence entre ce que je veux faire et ce que les gens veulent voir. Là-dessus, il y a un vrai tout le temps, c'est quotidien. Dans la manière dont je réfléchis les contenus, la manière dont je le fais, j'ai ce truc de me dire à chaque fois genre mince, est-ce que ça va plaire ? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt que j'aille faire ça ? Là, il y a ça qui marche bien en ce moment, il faudrait peut-être que je m'engouffre dedans. Et en fait, finalement, c'est un peu le piège à éviter. Et surtout, tu te dénatures et tu fais quelque chose qui est pas pour toi, donc tu le fais moins bien. Par exemple, il y a un moment où, et je l'assume totalement, ça m'a un peu empêché de dormir, mais on a fait une vidéo à Marseille, en mode food trip, c'était le premier épisode de cette série qu'on est en train d'installer. Et il y avait un des débriefs, c'est que je faisais que des adresses de hipsters. Voilà. Plaide coupable. Je plaide coupable. Mais donc dedans, les gars étaient là, genre oui, c'est pas ça Marseille. Et dans ma tête, je me suis dit, putain, j'ai fait le mauvais choix. Effectivement, c'est très orienté. Ça peut être clivant, je l'entends. Tu vois, c'est des adresses vin nature, petites assiettes à partager, VG, etc. Et du coup, je me suis dit, genre, ok, pour les jeux, j'ai mal décrit Marseille et tout. Et en fait, d'une certaine manière, ils ont raison, parce qu'évidemment, c'est une nouvelle scène culinaire qui est en train de s'installer, et c'est pas la petite bouillabaisse et la boîte à sardines, etc. Mais vraiment, c'est des trucs qui me plaisent. Et dans ma tête, je m'étais un peu auto-censuré, je m'étais dit, pour le prochain épisode, il faut que je fasse plus des trucs un peu mainstream pour que ça parle aux gens. Et en fait, Margot, toujours, ma copine, m'a dit, mais tu ferais ces adresses-là, toi ? Si tu, là, à Copenhague, t'irais là ? Je fais, non, mais... Et elle me dit... Voilà. Fais les adresses qui te plaisent. Si les gens ont envie d'aller voir la bouillabaisse, etc., il y a d'autres créateurs qui le font et ils pourront se retrouver là-dedans. C'est juste que là, t'as pas plu à ces gens-là. Mais tu peux pas plaire à tout le monde. Donc forcément, tu vas te retrouver là-dedans. Donc c'est de se dire, fais les trucs parce que ça te plaît toi et déjà tu seras naturel. Là, tu vois, si je fais un resto qui me plaît pas, mais où je me dis ça peut plaire à la masse,
en fait, tu vas essayer de mettre des carrés dans des ronds, et toi, tu vas dire, oui, c'est un restaurant qui est, ma foi, fort sympathique, où vous trouverez de tout pour vous plaire. Mais du coup, je vais pas être dans un truc, tu vois, qui va être émotionnel avec le lieu, et donc forcément, ça va se ressentir, je pense. Ça, c'est vrai que c'est je pense, terrible, la remise en question de soi-même, parce que d'autres gens auraient fait différemment. Et ça m'est déjà arrivé beaucoup aussi dans la création de contenu où les gens ont des retours pertinents et tu te dis mais oui en fait j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça et t'oublies que tu l'as fait d'une certaine manière pour une raison. Ouais. Et je sais pas ce qui pourrait permettre de le changer, enfin si c'est d'être très je pense hermétique quoi au regard des autres, être très aligné avec ce pourquoi tu le fais, mais j'aimerais, enfin tu vois, pour moi c'est aussi aux gens de se dire en fait si elle l'a présenté ou il l'a présenté d'une certaine manière, en fait, c'est OK. Et c'est fou que les gens aient quand même toujours ce besoin de ramener à comment eux auraient aimé qu'on le fasse. Ouais. Et puis, du coup, je dévie un peu sur la partie cuisine. Mais autant te dire que quand tu fais une recette, je pense qu'aujourd'hui, tu as 30% des commentaires, c'est des gens qui disent genre « Ah, j'aurais pas fait comme ça. Ouais. » Ou genre « Moi, en tant qu'Italien, je mets pas d'huile d'olive, je mets que le gras, tu vois, du machin. » Enfin, tu vois, et dans ces cas-là, c'est marrant. Et ce qui est drôle, c'est que je suis pas un chef étoilé ou autre. Mais je me dis, putain, c'est cocasse quand même. La personne se dit, genre, tiens, le mec, il fait une recette. Donc, il a quand même fait des recherches. Il fait son truc. Il y a quand même un rendu, etc. Et le mec dit, genre, c'est pas bien, il faut faire ça. Et t'as ce truc de te dire, si tu rentres là-dedans, ça fait mal. Après, les retours qui font le plus mal, en règle générale, c'est ceux où tu penses que les gens ont un peu raison. Ouais. Et ceux-là, c'est les plus douloureux. Oui, mais tu vois, ils avaient raison, par exemple, en disant que t'as fait que d'adresses de hipster. Mais tout est une question de perception, c'est-à-dire que tu peux le dire en mode putain, il fait que des adresses de hipster ou ah, c'est trop bien, il nous fait découvrir des adresses de hipster. Ouais, et après, non, c'est surtout que en fait, t'as deux retours. T'as les retours qui disent ça, et donc ça fait mal, parce que tu te dis mince, etc. Ça te met dans une case, et ça, je déteste en plus. Étiqueter, quoi. Ouais, étiqueter les gens, ça m'énerve, et donc ça me fait double peine. Et derrière, le vrai truc, moi, que je me dis, c'est que en fait, il y a aussi les gens qui me disent mec, toutes tes adresses que t'as mis à Marseille, elles sont trop bien. Et dans ma tête, je me suis dit genre, mais oui, mais en fait, s'il y a des gens qui veulent trouver d'autres adresses, ils y arriveront. Mais là-dessus, on va faire ça comme ça. Et donc les gens cherchent, tu vois, la petite bête aussi. Donc c'est toujours ça. Mais il faut pas, le regard des gens, c'est super difficile. Moi, je sais que ça fait 3 ans et je m'en remets toujours pas. C'est un vrai truc où j'essaye de faire un travail sur moi, mais ça m'atteint. Ça m'atteint, mais d'une manière, il faudrait pas que ça m'atteigne comme ça. Moi, j'arrive pas à être hermétique. Mais la moindre remarque, c'est quelque chose qui me fait mal, qui m'empêche de dormir, et c'est compliqué, quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui y arrivent bien. Je connais des créateurs qui me disent waouh, mec, tu te prends la tête de ouf. Faut pas écouter les gens, et qui voient, tu sais, les gens un peu comme quand je dis les gens, mais l'audience comme un espèce de brouhaha autour. Il dit ouais, mais moi, je lis tous les commentaires, je lis tous les DM. Et quand il y a quelqu'un qui te dit un truc, je suis là, genre en mode, c'est coup de poignard, quoi. Mais du coup, il faut réussir à soit faire fi de ce truc-là, soit justement en prendre compte pour essayer de l'améliorer, tu vois. Ouais. Là, par exemple, pour reprendre cet exemple d'adresse de hipster, à Copenhague, je me suis pas dit je vais faire des restos plus mainstream, entre guillemets. Et pareil, j'ai pas envie d'étiqueter, tu vois, mais des trucs où je me dis c'est moins clivant. En revanche, le truc où je me suis dit, c'est peut-être que je peux mettre des adresses un peu plus historiques, mais qui me plaisent. Genre, tu vois, je vous raconte mes recherches, mais donc le smørrebrød, qui est les petites tartines à Copenhague un peu stylées, je me dis, genre, ok, je vais le montrer dans le resto gastro qui l'a transformé, qui en a fait un truc assez élégant, mais je vais aussi essayer de trouver le petit boui-boui qui le met en avant, etc., mais qui me plaît aussi d'une certaine manière, et pas de mettre la chaîne où je me dis, genre, ça, c'est dans tous les guides, et au moins, ça peut plaire à tout le monde, quoi. Comment est-ce que tu brainstormes et comment est-ce que tu choisis les contenus que tu vas partager ? C'est beaucoup de notes. J'écris beaucoup. Je le fais beaucoup seul. Dans ma tête. Moi, du coup, je fais quasiment que des recettes. Donc, c'est beaucoup de recherche dans les livres. C'est compliqué, mais je vais beaucoup au restaurant pour faire de la recherche et du développement. Mais donc, non, du coup, je vais au resto pour m'inspirer, découvrir des recettes, découvrir des chefs, des techniques, etc.
Et après, derrière, je travaille avec Margot, du coup, ma compagne, sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça, c'est la bonne idée. Aujourd'hui, la problématique dans les recettes, selon moi, c'est d'essayer de trouver une cohérence globale. Parce que si tu fais que des trucs qui te plaisent à un instant T, tu peux te dire, putain, j'ai fait que des recettes de pâtes depuis 3 semaines. Parce que tu as une phase pâtes, quoi. Ou à l'inverse, par exemple, moi, je consomme beaucoup moins de viande, mais j'en cuisine toujours quand même. Et par exemple, je sais que j'essaye de toujours avoir un bon ratio de recettes végétariennes et de recettes carnées. Et parfois, tu sais, tu te laisses un peu emporter ou tu sais, as des tournages qui ont été décalés, etc. Et tu te dis, ah merde, j'ai enchaîné 4 recettes où il n'y a que de la viande. Donc, c'est aussi d'essayer de prendre du recul pour comment on les sort, dans quel ordre on les sort. Après, de plus en plus, on tourne en amont. Donc, là, tu vois, on réfléchit à la série de fêtes de fin d'année. Donc, il faut déjà te projeter à ce moment-là. Donc, c'est des vrais trucs de réflexion. Et après, c'est noter. YouTube, moi, je tombe dans YouTube, je peux me retrouver sur des tutos de Coréens qui font du kimchi en sous-titré. T'as pas mis que t'adorais le kimchi quelque part, non? Non, j'en ai fait il y a pas longtemps. Okay. J'adore le piment d'Espelette, ça c'est ma tagline. Mais non, le kimchi, j'en ai refait il y a pas longtemps. La vidéo a cartonné. On parlait tout à l'heure des contenus qui marchaient. Où le kimchi, il faut des trucs un peu relous à trouver. C'est 7 jours de fermentation, donc il faut quand même. C'est un Tamagotchi, le truc, il peut mourir à tout moment. Donc c'est quand même engagé comme recette, tu vois. C'est pas genre des pâtes. Et je m'étais dit, je vais pas la faire. Enfin, je veux dire, qui va refaire 1 million de vues? Et des gens qui m'envoient tous les jours en mode, c'est bon, mon kimchi est vivant, c'est génial, machin, merci pour la recette. Et dans ma tête, je suis là, genre, heureusement que je me suis pas auto-censuré parce que finalement, je me serais dit, genre, les gens vont pas le faire et ça a rencontré son public, tu vois. Et j'ai vu aussi, c'était quoi, un gingembre au miel qui a cartonné. Et j'étais là, mais pourquoi? Il y a un espèce de. Ça, je sais pas. Il y a la fermentation, qui est du coup une technique de conservation des aliments qui est assez intéressante. Mais c'est un truc qui fascine parce que c'est un truc qu'on connaît pas, tu vois. Ouais. Et le gingembre fermenté au miel, l'ail, celle qui a fait le plus de vues, je pense, c'est de l'ail dans du miel. Tu mets juste des gousses d'ail dans du miel, et j'ai un pot chez moi, ça fait genre 4 ans qu'elles sont là. Elles deviennent confites et le miel devient totalement liquide. Et le miel est absolument délicieux parce qu'il a un petit goût aillé sympa. Et ça a des vertus médicinales. Donc bref, c'est un truc un peu cool. Mais donc recette avec 2 ingrédients, surtout c'est miel, ail, et après. Mais par contre, il faut le laisser pendant minimum 3 mois, tu vois. Ah ouais. Mais le truc a cartonné parce que les gens sont en mode genre, waouh, c'est bizarre ce truc quand même, tu vois. Donc la curiosité a marché. Aujourd'hui, je trouve, dans les contenus, j'ai le sentiment qu'il y a soit c'est une recette originale, les gens se disent genre, ah, j'ai jamais vu ce truc, ça a l'air étonnant. Soit c'est un produit original, du genre, tu vas utiliser, je sais pas, la cancoyote par exemple. Un fromage un peu particulier, les gens qui connaissent vont être là genre, oh vas-y, je vais dire que je connais parce que j'adore. Les gens qui connaissent pas vont être là genre, de la cancoyote, c'est quoi? Donc il y a un peu ce truc du produit, et après tu as la technique aussi. Je sais que c'est des trucs un peu clickbait, mais tu vois, genre j'ai un économe qui fait des juliennes. Je sais que dès que je le mets dans une vidéo, ça donne un petit boost parce qu'il y a genre des dizaines de commentaires en mode, c'est quoi ton économe, c'est quoi ton économe, c'est génial. Donc toi, tu as des espèces de petits trucs comme ça qui attisent la curiosité des gens, et l'ail dans le miel en fait partie, quoi. Ouais, c'est fou d'identifier, mais c'est là où je dis ça peut être difficile de ne pas tomber dans je vais faire ce genre de contenu parce que je sais que ça marche. Alors, tu vois, par exemple, il y a une problématique, moi, qui m'embête, c'est les créateurs qui s'enferment dans un truc très spécifique. Par exemple, il y a un chef que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, donc je lui ai dit droit dans les yeux, mais Thomas Stryker qui fait des beurres, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est All Things Butter, un anglais du coup qui fait des quenelles de beurre au début de toutes ses vidéos. Ces vidéos l'ont fait cartonner, il a gagné 2 millions d'abonnés en quelques mois, mais du coup maintenant il fait que des vidéos de beurre. Et du coup, j'ai ce truc de me dire, putain, je suis trop fan de tes vidéos, refais des vidéos où il n'y a pas forcément du beurre, tu vois. Du coup, à chaque fois, ces vidéos refont des millions de vues et ça marche bien. Mais je trouve qu'il s'est éloigné de son truc originel des recettes. Il continue à en faire, hein, je dis ça pour l'exemple. Mais je trouve que c'est difficile de sortir de ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se rentrer trop dans un truc qui t'enferme dans un format, quoi. Et t'as pas l'impression, toi, d'être enfermé, si je me fais l'avocat du diable, dans un format de recettes uniquement ? Si. Alors, oui, déjà. Moi, il y a un autre truc, et ça, je plaide coupable une deuxième fois, c'est un vrai tribunal, j'adore. Mais c'est que, par exemple, tu vois, au début de la création de Woogies, j'étais convaincu de plusieurs trucs. J'étais convaincu qu'il fallait une phrase d'accroche identifiable. Donc moi, c'est « et ça part ».
Donc à début de toutes mes vidéos, 100% des vidéos, il y a et sa part, sur les vidéos verticales. Et je m'étais dit qu'il fallait voir ma tête, mais j'avais pas envie qu'on la voie trop. Donc on me voit 1 seconde faire la dégustation, et après, ciao. Et en fait, ce format, il a marché. Et donc du coup, depuis 3 ans, je n'ai pas touché à ma timeline de montage. C'est toujours la même intro avec le et sa part, ma dégustation, et voilà. Et j'ai ce truc de le et sa part, j'ai envie de l'enlever à un moment. Parce que, tu vois, c'est un truc où je me dis, c'est sympa, mais j'aimerais pouvoir commencer différemment. Et j'arrive pas tu vois, je me dis, genre, les gens vont m'oublier. C'est bon, je n'existe plus, c'est plus moi. Et en fait, ça fait partie un peu de ton incarnation. Par exemple, j'ai un gimmick aussi qui est dès que je mets du piment d'Espelette, et j'en mets beaucoup, je dis, j'adore le piment d'Espelette en chuchotant. Et j'ai essayé d'enlever un peu ce truc-là récemment. Et alors, ça déchaîne les foules, les gens sont là. Comment ça, t'aimes plus le piment d'Espelette? C'est terrible, je me désabonne et tout. C'est du second degré, mais ça crée quand même de la conversation. Mais je me dis, c'est vraiment, ça fait partie de ton identité, quoi. Et c'est compliqué de retirer ce genre de truc. Et je me dis, pourquoi le retirer? Et en même temps, est-ce que, tu vois, les gens continueront toujours. Mais j'ai pas envie de prendre le risque. Je comprends totalement. En fait, on peut voir ça comme une recette. T'as trouvé la recette parfaite. Enfin, tu as ton intro, le déroulé de la recette, puis ta déguste. Enfin, tu te dis, bon, pourquoi, si ça marche? Mais bon, après, c'est l'équilibre, je pense, à trouver. Enfin, par exemple, et tu nous le disais, là, tu lances un nouveau format de food trip. Là, t'as dû te dire, j'imagine, les recettes. Enfin, parce qu'en fait, c'est toujours. Je suis très admirative je les appelle les experts. J'ai tendance, moi, à me disperser beaucoup. Mais des experts qui arrivent à avoir ce focus sur une thématique, sur une expertise. Mais c'est vrai que de l'extérieur, je me dis, mais putain, globalement, au bout d'un moment, est-ce qu'ils se font pas chier à faire que des recettes? Et ça se trouve, non, parce que c'est dans leur tempérament et qu'en fait, justement, c'est le principe de l'expertise. Plus tu t'améliores, plus tu t'épanouis. Mais voilà, c'est vrai que de l'extérieur, je me disais, est-ce que toi, tu as d'autres aspirations? Si oui, lesquelles? Et comment tu arrives en fait à lier les deux? Alors, j'ai 2 trucs. J'ai 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que, de mon point de vue, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, j'aime bien suivre des gens très experts dans leur domaine. C'est-à-dire que de moins en moins, je suis des gens, je déteste l'étiquette, mais lifestyle, qui pourraient prendre pour moi toutes les créations de contenu possibles. Et du coup, alors c'est très TikTok orienté, mais c'est que je suis des gens qui font de la cuisine, des gens qui font de la science, des gens qui font de l'orthographe, des gens qui font tout, mais à chaque fois. Ce qui m'embête, moi, à titre personnel, c'est quand tu suis quelqu'un parce qu'il fait genre de la cuisine, et que le lendemain, parce que du coup, il a pris un peu une fame, etc., il commence à dire genre, cet après-midi, je suis allé surfer et tout. Je suis là, genre, trop bien, mais je m'en fous. Je veux juste savoir ta recette de ravioli, tu vois. Je caricature, évidemment. Mais il y a ce truc de me dire, j'aime bien suivre les gens pour ce qu'ils font, et les gens un peu plus lifestyle, qui parlent un peu de tout, je sais pourquoi je les suis aussi. Donc il y a un peu ce truc de me dire, moi, j'ai pas envie de m'éloigner de ce truc-là, parce que les gens m'attendent sur ça, et que si demain, je commence à dire, tu vois, genre, je suis passionné, je sais pas, de trous noirs, tu sais que tu vas quand même saouler une partie de ta communauté. Dans ces cas-là, je crée un autre truc, tu vois. Mais j'essaie de verticaliser les contenus, et voilà. Le voyage, ça a été une grosse question. C'était de me dire, est-ce que ça va intéresser les gens? Non pas genre en mode genre j'ai peur, etc. Mais c'est de me dire, est-ce que c'est la bonne manière de le faire sur Woogies? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent suivre des créateurs de contenu voyage qui le feront peut-être mieux que moi? Mais j'ai pris la décision de le faire ici. Et du coup, je pense qu'il faut quand même centrer les contenus qu'on fait, en tout cas autour d'une thématique sur une plateforme, quoi. Est-ce que toi, t'es toujours aussi passionné par la cuisine maintenant que c'est devenu ton travail? Ouais, c'est la question qui revient tout le temps, parce que la cuisine, c'est dans le quotidien de tout le monde. C'est parfois vu comme une contrainte par les gens. Mais moi, il y a un vrai truc où on me demande toujours, mais t'en as pas marre de faire à manger? Ou même, par exemple, quand je pars en week-end avec des potes, souvent, je suis là avec mon petit matos, tu vois, mes petits couteaux et tout, je suis trop content. Et les gens sont là, non, Hugo, tu vas pas en cuisine, c'est déjà ton boulot, machin. Je suis en mode, mais non, moi, ça me fait trop plaisir, parce que justement, quand je cuisine pour moi le soir, parce que je cuisine tous les soirs, je pense que Margot, elle sait pas où est rangé ne serait-ce qu'un seul ingrédient. Elle a cuisiné 3 fois dans cette cuisine. Mais non, je rigole. Tombée, là. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est de se dire que c'est mon métier, mais par contre, quand je cuisine tout seul, il n'y a pas genre, est-ce que la lumière est bien placée? Est-ce que je fais cette recette-là? Est-ce que je mets cet ingrédient-là? Les gens, ils vont pas le trouver, trop relou, ou il faudra que j'explique dans la vidéo, blablabla. Donc du coup, c'est vraiment genre, je suis là avec tous mes trucs, yes, tu te fais plaisir. Si c'est raté, t'as moins la pression. Donc en fait, tu cuisines sans pression.
Il y a vraiment ce côté genre libérateur et qui me permet, je pense, d'évoluer après, tu vois, dans ma partie boulot, en me disant genre, c'est vrai que ça j'avais fait, c'était pas mal, il faudrait peut-être que je l'améliore et qu'on en fasse une recette. Donc c'est évidemment toujours lié, mais je suis encore plus passionné et je pense pas que tu puisses arriver à c'est vraiment viscéral, tu vois, la cuisine, je me rends compte que c'est une passion et c'est pas juste, tu vois, mais par exemple, hier, j'étais au resto, on était posé à côté de la cuisine. Putain, je les regarde cuisiner, tu vois, j'ai ce truc, tu vois, de vraiment comme un enfant où je suis là, genre, putain, c'est génial, il fait comme ça, putain, c'est trop bien, ça, faudrait que j'essaye, son chalumeau, il a l'air trop génial. Et j'ai vraiment ce truc où je lâche jamais l'affaire, j'y suis tout le temps, ça m'intéresse et tu peux constamment évoluer, c'est pas un truc qui est fermé et je trouve ça vraiment fou, quoi. Il y a quand même beaucoup, pour en suivre également pas mal, de créateurs autour de la food. Et j'ai remarqué par rapport à d'autres domaines, en fait, il y en a beaucoup qui ont une audience, mais tu vois, n'atteignent jamais, n'arrivent potentiellement pas à en vivre, tu vois, ça reste un peu au stade du hobby et c'est très bien, mais t'as vraiment un gros noyau dur, voilà, de tous ces comptes qui ont quelques dizaines de milliers d'abonnés. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que toi, t'es tiré de ton épingle du jeu? C'est toujours compliqué comme genre de question parce qu'il faut essayer de te dire quelles sont tes qualités et du coup de donner ces qualités, c'est toujours un peu difficile. Peut-être que qu'est-ce que les gens t'ont dit. Oui, non, mais je sais, mais c'est vraiment dans ce truc-là, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, et c'est difficile à dire parce que je voulais pas être en face cam, mais je m'étais dit genre il faut que j'ai un peu cette présence. Il y a beaucoup de comptes qui sont déshumanisés. Quand je dis déshumanisés, c'est qu'on voit que des mains par exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de se reconnaître, tu vois, dans les créateurs qui voient. Et c'est pas une règle absolue, hein. Il y a des exceptions qui sont très bien. Mais je pense que humaniser, voir les gens, moi j'aime bien, à titre personnel, tu vois, comprendre qui est derrière la caméra. Donc je trouvais ça assez intéressant. Je pense que le fait du coup d'être humanisé, ça a bien fonctionné. Et après, il y a un côté genre léger qui était plutôt cool. Et je pense malgré tout, j'ai toujours vu les contenus un peu genre en étant précis, tu vois. Parfois, je vois des gens encore aujourd'hui qui font des vidéos et la voix off, ils font alors là, on met des oignons. Tu vois, ils attendent la vidéo et c'est du descriptif. Moi, j'ai toujours eu un peu ce truc de me dire je l'écris. Si c'est pas bien, je la recommence. Un vrai truc il faut quand même, sans parler de perfection comme on disait tout à l'heure, mais il faut que ce soit quali, quoi. J'ai choisi chacun des mots. Si j'ai une redite et je regarde la vidéo et je me dis genre j'ai dit 2 fois du coup, c'est pas possible. Je vais essayer de me corriger. Donc un truc de qualité des contenus où aujourd'hui toutes les recettes qui sont sorties, je suis fier du résultat, quoi. T'as commencé tout seul. Quelle est la première personne que tu recrutes et où ça en est aujourd'hui? Du coup, j'ai commencé. Alors, dire que j'ai commencé tout seul, techniquement, juridiquement, en termes de société, oui. Mais du coup, Margot a toujours été dans les parages de Woogies, que ce soit sur la réflexion, la création et l'ensemble des contenus. C'est elle qui filmait et qui filme toujours les recettes en vertical. Et comment ça s'est fait, juste ça? À quel moment? Est-ce que toi, dès le départ, tu t'es dit, genre, OK, on va bosser en couple? Ouais, alors, pour le coup, il y avait une. Elle est rédactrice à la base, donc elle est dans ce milieu-là, elle adore la photo. C'est pas de la vidéo, mais tu vois, ça gravite quand même autour de la création. Et il y avait vraiment ce truc de me dire, j'ai envie de l'emmener dans le projet, parce que j'avais besoin d'elle, entre guillemets. Mais il faut que le projet lui plaise, tu vois. Donc je lui ai quand même vendu, parce qu'elle avait un travail. Mais donc je lui ai vendu le projet, et évidemment, ça a marché. Mais au début, c'était compliqué, parce que c'était mon projet, entre guillemets, et elle m'aidait, tu vois. Mais derrière... bon retour des choses, mais ça a été la première personne que Woogies Corporation a recruté. Et donc, du coup, on est à 2 maintenant, à 100% sur la boîte. Et on a Xavier qui fait la réalisation des vidéos YouTube. Okay. Parce que ça, c'est un autre point qui répond un peu à la question, mais c'est que autant, tu vois, la création de contenu vertical, j'ai pris conscience que j'y arrivais, que c'était plutôt facile. Tu prends ton iPhone, tu fais du montage, c'est OK. YouTube, je me suis vraiment dit c'est un métier, quoi. T'as un problème avec ta voiture, tu vas chez un garagiste, tu veux une vidéo YouTube, tu vois avec un mec qui sait faire de la vidéo et qui sait faire du montage, si t'as l'opportunité de le faire. Pourquoi ? Parce que il va être 2 fois plus efficace. Là, tu vois, par exemple, la vidéo de samedi, elle est déjà montée sur YouTube, toute prête à être postée. Elle est même programmée, donc je n'ai rien à faire. Mais il y a vraiment ce truc de me dire, ça c'est mieux fait.
j'ai gagné genre 3 ans si j'avais dû apprendre tout seul, il m'aurait fallu 3 ans pour faire ça. Donc c'est allé tout de suite beaucoup plus vite. Et donc j'essaie de m'entourer des personnes qui sont vraiment qualies sur les sujets, quoi. Il fait quoi du coup, Xavier? Il te filme et Ouais. ensuite il le monte? Il filme et il fait le montage. Ok. Évidemment, c'est moi qui fais la voix off derrière. Donc Ouais. c'est pas juste on met dans la boîte et derrière ça part. Mais du coup, il fait réalisation montage. On part avec lui à Copenhague justement Ok. pour qu'il fasse la réalisation de tout ça. Et derrière, avec cet aspect, mais encore une fois, j'ai de la chance de pouvoir le faire, c'est que je le vois vraiment comme un investissement. Xavier, désolé, tu es un investissement. Mais c'est de se dire que, on parlait des objectifs, dans ma tête, du coup, il est rémunéré, Xavier, je le paye. Mais c'est de se dire que quand on a commencé YouTube, l'objectif, c'était de rembourser Xavier avec les AdSense au bout d'1 an. Ça fait 1 an et on y est presque. Donc c'est pas mal. Et donc c'est vraiment de voir ce truc-là en me disant genre, les collaborations que j'ai pu faire sur d'autres aspects de la chaîne m'ont permis de pouvoir investir dans YouTube et de voir comme de la production, quoi. Ça rapporte pas forcément de l'argent directement, mais là c'est parti. Et donc du coup, Xavier a permis d'aller beaucoup plus vite là-dessus. Et sur Instagram, par exemple, de nous libérer du temps avec Margot pour pouvoir faire les contenus qu'on voulait, quoi. T'avais déjà bossé en couple? Non, c'est la première fois. Qu'est-ce que ça t'a appris? Est-ce qu'il y avait des idées reçues que t'as pu déconstruire? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Alors, je touche du bois. C'est du bois, ça marche. Mais c'est que avec Margot, ça s'est toujours très bien passé. Sur le plan personnel, évidemment, mais sur le plan professionnel aussi. Il n'y a jamais eu ça a été très... tout le monde nous disait, mais comment vous allez bosser ensemble? C'est pas possible de bosser en couple. Et moi, je sais pas, c'était naturel. Je me disais, bah, si, au moins, je suis sûr que on est d'accord Aligné, sur quoi, les ouais. trucs. On lit super bien ce que veut dire l'un et l'autre. Il n'y a pas de problématique possible. Et tous les désavantages que voyaient les gens, moi, je le voyais comme un avantage. En me disant, bah non, on est beaucoup plus fort. On sait qu'on est fort à deux. Là, on sera encore plus fort dans le pro. Donc voilà. Et il y a eu un truc à un moment qui a été qu'on travaille, mais même qu'on travaille toujours maintenant, c'est qu'il faut réussir à pas mixer le pro et le perso. C'est-à-dire que nous, ça se passe trop bien, c'est génial. Mais parfois, tu sais, tu vas faire une remarque, mais qui englobe du perso. Je prends un exemple qui est arrivé récemment, mais donc quand je fais la cuisine, j'en fous un peu partout. Et Jean-Margot va dire, putain, Hugo, le torchon, tu le laisses traîner, ça fait 6 ans. Et je suis là, techniquement, il y a un problème dans ta phrase. C'est-à-dire que tu mets du coup du perso en disant que tu vois, dans la vie perso, je suis désorganisé, et là tu le ramènes dans le côté boulot. Voyons-le comme un truc un peu pro, ou dis-moi genre, il faut qu'on trouve une manière que tu salisses pas tous les torchons de la cuisine quand on fait une recette. Donc on va, je sais pas, acheter un torchon spécial pour faire ça, machin, et le voir plus comme il y a un problème, on le corrige et ça avance. Donc ça a été le seul truc un peu qu'on a travaillé pour vraiment dissocier ça. Et là, je l'espère, on va avoir des studios pour l'année prochaine. Trop bien. Donc trop cool, qui va nous permettre de breaker d'autant plus. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, on travaille chez nous. Ce qui fait que tu travailles en couple chez toi. Donc tu dors chez toi, tu manges chez toi, tu travailles chez toi. Ça, c'est un peu compliqué, même si, je veux dire, tout se passe bien. Mais ça va nous permettre de pouvoir avoir vraiment une scission entre boulot perso, quoi. Est-ce que tu as déjà eu une grosse galère dans ta vie pro? Non, j'ai toujours mis beaucoup d'énergie, et on le voyait un peu, j'en parlais tout à l'heure, d'émotion quand même dans ce que je fais. Donc c'est des choses qui peuvent m'atteindre. C'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir des trucs qui m'empêchent vraiment de dormir. Parce que je n'arrive pas à me dire, genre, bon, ça c'est le boulot, j'y repenserai demain. Donc il y a des projets où ça peut être compliqué, où mais j'ai pas eu de galère vraiment... vraiment hardcore, où Ouais, je me suis dit, ouais. là, ça va être compliqué. Ouais, où tu t'es dit c'est menacé. Ouais, ou même, tu vois, par exemple, sur Woogies, techniquement et financièrement, il n'y a jamais eu un truc où je me suis dit, genre, là, ça va être compliqué, tu vois, de faire ça. On a toujours réussi à être sage dans la manière dont on évoluait, on investissait, et donc ça m'a jamais empêché de dormir sur cet aspect-là. Il y a des projets où ça s'est pas bien passé. Tu vois, je citerai pas les marques, mais il y en a très peu, ça se compte même pas sur les doigts d'une main, mais où parfois tu te dis genre, mince, ce truc-là va avoir un impact sur ma communauté, mon audience, la perception que peuvent avoir les gens, et là ça devient peut-être un peu compliqué. Et donc ça peut t'atteindre. T'as lancé Woogies, alors je sais plus si c'est Kids, si c'est... Wookids, ouais. Wookids. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Donc on a créé Woogies en 2020, on a créé Marius, notre enfant, en 2021.
Et à ce moment-là, on avait un peu la phrase toute faite en disant genre c'est génial, on adore cuisiner, on va lui faire plein de petits plats, il va trop bien manger et tout. Et les gens nous disaient non mais détendez-vous les gars, hein, ça va être purée jambon comme tous les enfants et ça va être boring à souhait, donc vous enflammez pas. Je disais mais non, je suis sûr qu'on peut faire les trucs bien. Et en fait tout le monde te disait non, ils peuvent pas manger ci, ils peuvent pas manger ça, il faut que t'aies ça. Et donc en fait c'est forcément ennuyeux. Et je me suis dit je pense vraiment pas. Et à ce moment-là, on s'est dit, pareil, un peu place à prendre sur ça. J'ai une audience qui est entre 25 et 35 ans, plutôt féminine. Je me dis, genre, potentiellement, on peut avoir un intérêt si on crée un truc comme ça. Et par exemple, on en parlait tout à l'heure, j'ai pas fait des plats pour bébés sur Woogies parce que je me suis dit, forcément, il y a potentiellement 50% des gens que ça va pas intéresser et qui peuvent se barrer et j'aurais pu le comprendre, tu vois. Donc on a créé WooKids, qui est du coup la version pour les enfants, et où on fait des recettes, pareil, on essaie d'inspirer les gens sur des recettes faciles pour attirer les enfants avec des trucs un peu genre visuels, qui permet aussi d'un peu de déconstruire les légumes, tu vois, une crêpe aux épinards, du coup elle est verte, ça donne un côté un petit peu ludique, visuellement ça change un peu, et ça permet de manger des épinards plus facilement et avec un truc un peu plus sympa. Et ça a cartonné. On n'est pas assez assidu dessus parce qu'on a eu énormément de projets sur Woogies entre-temps. Mais je pense on en a parlé très récemment d'ailleurs, pas plus tard qu'hier. Et je pense qu'on va tout mettre en place comme ce qu'on a fait sur Woogies et on ne l'avait pas fait sur WooKids, mais de planifier le truc, d'arriver avec des contenus précis, de se dire que là, vraiment à la rentrée prochaine, on revient avec un planning, des vraies décisions, etc. C'est un vrai sujet, je trouve, de savoir comment consacrer du temps quand on a d'autres projets qui nous viennent. Tu vois, quand tu as un projet installé qui marche et qu'en effet, tu dois faire tourner et que tu dis « Ah ouais, mais j'aimerais bien faire ça aussi », est-ce que tu penses que c'est une question de recrutement, d'organisation ? Qu'est-ce qui va pouvoir, là, t'aider que tu n'as pas forcément mis en place avant ? Et bien là, c'est la vraie discussion qu'on a en ce moment. Il y a un premier truc qui est de se dire qu'effectivement, on n'a pas envie de lâcher Woogies, tu vois, et de le sacrifier, entre guillemets, pour le truc. WooKids, c'est un peu le problème, c'est que c'est infusible. C'est-à-dire qu'on se dit, depuis la création, on va faire une recette par semaine. Sauf que toutes les semaines, on a 1 milliard d'autres trucs à faire. Et du coup, c'est le premier truc que tu sautes et tu dis, bon, c'est pas grave. C'est enfin, optionnel, tu vois ce que je veux dire, quoi. c'est un peu optionnel. Sauf qu'il y a des gens qui nous attendent toutes les semaines. J'ai des messages de gens qui me disent, c'est quand qu'on a les prochaines WooKids, etc. Et du coup, c'est de réussir à prioriser ce truc-là, à se réorganiser autour de ça et de pouvoir... Je pense qu'il ne faut pas trop s'éparpiller non plus, même si, attendez, bon exemple, tu peux faire plein de trucs différents. Mais nous, je le vois par exemple, on a donc Instagram, TikTok, qui est donc une prod à part entière. On a YouTube, c'est une vidéo par semaine de 8 à 10 minutes. C'est quand même beaucoup de taf, parce que c'est pas genre un plan séquence, quoi. Montage, voix off et tout. On a le livre, on a sorti un livre l'année dernière. On bosse sur un deuxième. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais désolé à la maison d'édition. Mais donc on bosse sur le tome 2. Donc t'imagines, il faut réussir à faire ça. Et le problème, c'est qu'il faut réussir à tout bien faire, quoi. Et donc quand le moment tu te dis genre la vidéo YouTube elle était pas ouf, je suis en retard sur mon chemin de fer pour le livre, et en même temps la dernière vidéo Insta elle date d'il y a 3 semaines, tu vois, t'es un peu dans un truc où il faut te recentrer. Et comment tu fais ça? Xavier a été une des réponses en disant genre YouTube ça permet de tout le montage de l'externaliser et d'avoir un truc qui est ultra rapide, il est ultra efficace, il n'y a jamais un truc en retard, on est toujours en avance, c'est génial. Le livre, on bosse avec une maison d'édition qui est trop cool et ça nous permet d'être actif avec eux tout le temps et de pas être dans le rush. Après du coup c'est de réussir à tout organiser sur le reste qu'on produit nous-mêmes, quoi. Comment est-ce que tu choisis quel contenu tu postes sur chaque réseau social ? Est-ce que c'est le même ? Alors oui et non. Insta, TikTok, enfin les formats verticaux, Shorts, Insta, TikTok, c'est les mêmes. Je suis totalement transparent. Il y a encore des créateurs qui me disent « Mais non, moi je fais des contenus spéciaux pour TikTok et des spéciaux pour Instagram. » Et je dis « Pourquoi ? C'est le même format. En plus, maintenant, tu peux mettre des temps longs sur les deux, etc. » Et du coup, j'avoue que ça, j'ai du mal à comprendre. Moi, je le fais bien. Et c'est assez rigolo. Mais du coup, là, j'ai le même nombre d'abonnés sur Insta et TikTok, tu vois. Donc c'est vraiment le truc. Du coup, c'est pas la même commu, quoi. C'est pas du tout la même communauté. Et après, par contre, sur YouTube, c'est des recettes différentes, vu que forcément, c'est des formats qui sont plus longs. En revanche, il m'arrive de refaire des recettes que j'avais déjà faites, que ce soit dans le livre ou sur Insta ou TikTok, sur YouTube, parce qu'en fait, tu bénéficies du temps long. En te disant, genre, bon, bah, là, j'ai fait la recette, un truc qui est un peu compliqué, je l'ai fait en 1 minute. Si je me donne l'opportunité de la faire en 12,
je vais pouvoir donner aux gens toutes les nuances dans la recette, les pièges à éviter, etc. Ce que j'ai pas pu faire, donc c'est des choses, mais je suis obligé de le retourner, quoi. Comment est-ce que tu nourris ta créativité ? Et en la nourrissant vraiment, je vais au resto. Au sens propre ? Au sens propre. Je vais beaucoup au resto. J'écoute beaucoup de podcasts. Je regarde beaucoup Internet, YouTube, par exemple, gros consommateur. Et uniquement par rapport à tes sujets ou Non, tu aimes te nourrir de sujets transverses ? Je parlais du podcast que j'ai pas sorti, qui était Curieux Compulsif. C'est que j'ai des passions compulsives. Et Blitz, ça veut dire éclair. Aujourd'hui, par exemple, tu vois, Trou Noir, je me suis tapé une phase. Mais du coup, je lisais des bouquins genre ultra spécifiques sur ce truc-là. Et maintenant, je pourrais plus te donner les dernières actus. Mais donc, je regarde plein de trucs différents et je peux aller très loin dans un sujet quand ça me passionne. Donc, ça peut être la géopolitique parce que je trouve qu'un podcast est génial et du coup, je vais me renseigner et je vais aller loin en me disant genre, j'ai vu qu'il y avait un magazine qui était sorti sur le sujet, je vais regarder une émission, je vais essayer de faire le pour, le contre. Et en fait, je fais un peu de la recherche à chaque fois. Je prends jamais l'info, tu vois, j'écoute pas les infos ou ce genre de trucs. Je vais plutôt aller écouter plein de trucs différents, un peu sur le temps long. Et après, il y a des choses un peu... Par exemple, je regarde plus assez de séries ou de films, mais je regarde plein d'autres trucs, des contenus de l'article, podcast, vidéo YouTube. Donc, je me perds un peu parfois, mais ça me permet aussi de revenir... les séries, je trouve ça trop linéaire. Parfois, je suis là genre... C'est peut-être j'ai un syndrome TikTok, mais je suis là, merde, c'est trop long. Ah ouais. 50 minutes, il va falloir que je tienne jusqu'au bout. Mais, et parfois, évidemment, j'ai des pépites qui me permettent de me dire, genre, waouh, j'ai bouffé les 5 épisodes ce soir. Mais ouais, donc j'essaie de faire ça. Évidemment, sur la bouffe, le voyage beaucoup, les restaurants, les livres de cuisine. Je suis passionné de livres de cuisine, j'en ai beaucoup. Et ça me permet de découvrir des nouvelles choses tout le temps. Est-ce que tu arrives à ne pas te comparer aux autres créateurs dans ton univers ? Notamment, je pense en termes entrepreneurial, parce on voit de plus en plus, tu vois, de créateurs dans la food lancer, je pense au Guide Ultime, tu vois, des abonnements, d'autres qui lancent, enfin, qui ouvrent même des restos. Est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que ça te fait culpabiliser ? Enfin, tu vois, comment tu te situes par rapport à ça ? C'est toujours très compliqué. Alors, j'aime pas le mot concurrence, mais du coup, le paysage des créateurs culinaires, forcément, moi, j'ai ce truc de regarder et j'ai un peu ça peut paraître étonnant, mais j'ai la peur de disparaître, tu vois. Quand je dis disparaître, c'est pas moi à titre perso, genre, mais c'est que là, tu vois, je suis dans un rêve éveillé, tout se passe trop bien, je fais un truc qui me passionne tous les jours. J'ai ce truc de me dire, genre, merde, faut que j'essaye de tout faire pour que ça puisse être pérenne comme projet. C'est aussi pour ça que j'ai lancé, par exemple, YouTube, qu'on a fait un livre. C'est de pouvoir me dire, ok, je suis sur plusieurs sujets qui me permettent de découvrir pas mal de choses. D'être stable avec des publics différents et d'évoluer aussi de manière un peu, comme on dit, genre capillaire, quoi. T'es à la fois sur des vidéos longues qui peuvent plaire à ces gens-là, en version livre, et il y a des gens qui te rencontrent par chacun des canaux que tu peux faire. Aujourd'hui, c'est compliqué de ne pas se comparer. Moi, j'ai la chance d'être très heureux dans mon dispositif aujourd'hui. Et du coup, j'ai pas ce truc de frustration de me dire genre ah merde, putain, j'aimerais trop faire comme lui mais je peux pas, ou voilà, je suis très à l'aise. Par exemple, il y a des gens qui ouvrent des restaurants et moi je suis à l'aise avec l'idée que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Donc j'aurais jamais ce truc de FOMO, tu vois, en me disant mince, est-ce que il faudrait pas que je fasse ça, etc. Après même j'ai ce truc de, tu vois, par exemple là il y a c'est la mode en ce moment de faire vraiment des collabs entre créateurs, et c'est un truc que je trouve super cool à faire. J'ai toujours ce truc parfois où je me dis genre putain, ils ont fait une collab, pourquoi pas avec moi, tu vois. Et en même temps j'ai aussi ce truc de me dire j'ai envie de les choisir, j'ai pas envie d'être dans le moment où tout le monde fait ça et d'avoir quelque chose de bien. Tu l'as pas fait le Guide Ultime encore Si, ouais. Alors pour le coup quand je dis collab, j'en ai fait, etc. Et je continuerai d'en faire et je trouve ça génial et je trouve ça vraiment très cool, pas de mésentente. Mais c'est ce truc de me dire, tu sais, quand tu dis genre se comparer aux autres, c'est de dire putain regarde lui il a fait ça, et c'est vraiment cool, tu vois. Et après il y a ce truc de dire oui mais s'ils l'ont fait, faut peut-être pas que moi je le fasse, c'est un peu suiveur, j'ai pas envie d'être dans ce truc là. Bref, c'est un autre sujet, mais il y a toujours ce truc de se regarder. Et il y a un sujet qui est ultra intéressant. Et en plus, je replaide coupable, ça fait 3 fois. C'est le partage du succès. C'est un vrai truc dans ma tête que j'ai fait travailler. Mais il y a un moment, tu vois, je l'ai de moins en moins, mais il y a un moment où quand il y avait un mec qui avait une vidéo qui cartonnait, j'avais ce sentiment débile
je l'entends, mais il a pris des vues que moi je n'aurais pas, tu vois. Et dans ce moment-là, il y avait ce truc, c'était pas de la jalousie envers la personne, c'était plus de la jalousie envers pourquoi mon contenu il a pas marché plus à ce moment-là, pourquoi lui ça marche, et pareil toujours dans cette crainte un peu de. Et donc le partage du succès, c'est un espèce de truc que j'ai réussi de plus en plus à accepter, etc., qui est de se dire que faut pas voir les communautés comme un truc numéraire, mais comme vraiment un truc qui est c'est une sorte de truc mouvant, vivant. Tu vois, moi je le revois encore, j'ai regardé. Ce mois-ci, j'ai gagné c'est d'ailleurs assez énorme, mais genre un truc comme 15 000 abonnés, mais j'en perds 4 000, tu vois. Donc t'as un truc de dire, c'est pas un truc qui fait que augmenter, il y a un espèce de truc qui bouge, il y a des gens qui te suivent plus parce qu'il y a des robots, il y a des gens qui te suivent plus parce qu'ils aiment moins, ou alors qu'ils s'étaient abonnés mais ils se rendent compte que finalement ils sont pas raccords. Donc il y a pas mal de trucs qui évoluent comme ça. Et puis les nouveaux qui arrivent, c'est pas genre en mode, bon, désolé Woogies, les petits nouveaux sont arrivés, au revoir, t'as fait du bon boulot, hein, ciao. C'est vraiment un truc qui peut être complémentaire et qui peut justement te faire avancer. Et faut réussir à le voir comme ça. Après, sur la partie business du truc, tu vois, par exemple, sur les collaborations, les opérations commerciales avec des marques, forcément, il y a un côté concurrence parce que les marques nous mettent en concurrence. Mais sinon, ouais, j'essaye de pas me dire que c'est de la concurrence, mais vraiment, c'est de l'entraide. Tu vois, j'essaye de parler beaucoup avec des créateurs. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, mais ça me passionne de discuter avec les gens du même milieu, savoir comment ils font, c'est quoi leur sujet, quoi. C'est vrai que ça, c'est quand j'ai découvert les stats et que tu voyais qui t'a unfollow finalement, j'ai eu un truc de mais pourquoi? Genre, tu le prends hyper personnellement, genre, c'est trop bien les nouvelles personnes qui arrivent et tout, ça fait trop plaisir, mais ça me paraissait assez élevé. Moi, je trouve ça énorme. Proportionnellement, t'es là genre mais et en fait c'est dur de se détacher l'idée qu'on a fait quelque chose de mal. Tu vois, c'est de se dire non peut-être que juste pic, et parfois tu sais il y a vraiment un truc. Alors je trouve ça à la fois intéressant en tout cas dans mon milieu, c'est-à-dire comme j'expose assez peu ma partie vie privée. Du coup, si j'ai un gros unfollow, c'est que tu vois j'ai mal fait un truc dans une recette. C'est pas que j'ai dit une connerie ou que j'ai fait un truc qui pouvait être clivant pour les gens. Donc ça me rassure aussi, tu vois, mais par exemple, ça me permet aussi de me concentrer, mais je vais faire, par exemple, une recette avec un gros morceau de viande, tu vois. Je vais avoir un pic, pas énorme, tu vois, mais je sens que sensiblement, il y a eu du unfollow. Je me dis, c'est qu'il y a peut-être potentiellement des gens qui consomment pas de viande, qui à ce moment-là se sont dit, il fait pas que des recettes végé, je vais m'en aller, et ça me met une petite alerte, pas en mode genre, je fais que du végé, mais de me dire, fais quand même attention, parce que t'as une audience qui est quand même, qui a des goûts différents, et pas plaire à tout le monde dans le monde, mais que tout le monde au moins qui sont dans cet espace-là, qu'ils aiment bien, qui s'y retrouvent, tu vois. Et ça me permet de me dire, là j'ai peut-être fait un truc où ça n'a pas plu, pourquoi ça n'a pas plu? Et à l'inverse, il y a un truc qui cartonne, ce qui est génial avec ce genre de stats, là par exemple j'ai une vidéo qui est en train d'exploser, c'est une soupe, donc tu vois, pas méga sexy sur le papier, mais elle cartonne, etc. Les gens la refont, on m'envoie, et quand tu as du coup les vues qui augmentent, tu as le nombre d'abonnés qui augmente aussi, et tu te dis genre, ok, c'est quoi les marqueurs de cette vidéo qui ont fait que ça a marché? Et je me le note, tu vois, en me disant genre, truc un peu genre facile, peu d'ingrédients, pas très cher, les ustensiles, tout le monde peut les avoir à la maison, et c'est un truc qui parle à tout le monde, tu vois. Donc je me note ces marqueurs-là en me disant ça peut être des clés de succès potentiellement pour les prochaines vidéos. Donc tu étudies et analyses la performance de tes contenus. Oui, alors je suis pas là avec ma petite casquette de comptable et mes petits tableurs Excel, mais j'aime bien comprendre ce qui fonctionne moins bien, pour justement pas répéter les mêmes erreurs, ou au contraire appuyer sur ce truc, sur les trucs qui plaisent aux gens. Je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais il y a un aspect qui est minime, mais qui est un aspect verbal. Les gens vont te dire cette vidéo elle est géniale, sauf que ça va être des centaines de commentaires, même si c'est énorme, mais sur des millions de vues. Donc c'est pas forcément représentatif. Du coup, c'est de se dire les vues, est-ce que c'est représentatif ou pas? Mais du coup, de se dire, ok, là, ça a peut-être marché pour telle ou telle raison. Et parfois, tu sais, j'ai de la chance, pareil, je touche du bois, mais j'ai pas eu de gros flops en me disant, genre, ça m'est arrivé sur TikTok, qui est un peu plus aléatoire, tu vois, en termes d'algorithme. Et je me remets vachement en question. Sauf que je la publie sur Insta, la truc cartonne, et je me dis, non, c'est l'algo, en fait, qui, quand même, en ce moment, a un peu plus de mal et moins régulier qu'Instagram.
Mais voilà, j'essaie d'analyser aussi ça pour me dire qu'est-ce qui plaît aux gens. Encore une fois, pas dans l'idée de plaire pour qu'ils fassent, mais peut-être si j'ai utilisé un produit qui leur plaît, je vais essayer de me dire ah tiens, plus de légumes, ça peut peut-être être cool pour cet hiver. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné pour les réseaux sociaux ? Ça, j'en ai pas tellement. Est-ce que tu as un meilleur conseil ? Meilleur conseil pour les réseaux sociaux, moi j'ai un vrai truc, c'est un peu bateau, on l'a un peu entendu, mais je trouve qu'elle est très vraie. Mais c'est de faire... En fait, la finalité du succès ne peut pas être la fin en soi. L'objectif des réseaux, c'est lancez-vous. Le plus dur, c'est de se lancer. Une fois que tu es lancé, c'est parti, quoi. Donc, publiez la première vidéo, la première photo ou ce que vous voulez. Et après, c'est de faire un truc qui vous plaît en vous disant, genre, mon objectif, ce n'est pas de devenir célèbre, mais c'est de faire le mieux possible dans mon milieu et dans ce que j'aime faire. Et potentiellement, vous rencontrerez une audience et quelque chose qui vous fera émerger. Mais c'est vraiment de faire quelque chose qui vous fait plaisir et vous réussirez à faire plaisir aux gens, quoi. Est-ce que tu te prends de la haine par rapport au fait que t'aimes manger ? Non, la cuisine, c'est quand même un truc qui est pas très clivant. Quand même, hein, genre sur des recettes, si tu fais des trucs qui plaisent pas aux gens ou que tu vas sur des recettes régionales, ça peut être très compliqué parce que les gens veulent pas que tu touches à leur culture. J'ai fait une recette de tarte flambée et pourtant je suis alsacien, mais ça a créé une guerre mondiale dans les commentaires avec des mecs qui s'attaquaient et tout. Donc ça peut être clivant quand même. Je me prends pas assez peu de haine, j'ai de la chance. Après, je suis un homme blanc, donc j'ai aussi ce privilège-là. Je vois des créatrices plus jeunes qui n'ont pas du tout le même genre de retour sur les troubles de l'alimentation ou des choses comme ça. C'est quand même méga trash. Et j'ai pas ce genre de retour-là, mais je sais que ça existe et que c'est quand même assez chaud. Mais aujourd'hui, la haine sur les réseaux sociaux, je l'analyse vraiment. Moi, je vois les gens comme, tu sais, vraiment dans un pub avec une télé allumée, quoi. Et j'ai l'impression que quand quelqu'un met un commentaire, je l'imagine toujours regarder en l'air et dire ah là là, l'autre con, là, tu vois, comme ça. Et j'ai ce truc de dire à chaque fois de leur répondre et que du coup ils aient vraiment l'impression qu'il y a le présentateur de la télé qui fait bonjour, je suis là, les gars. By the way, les il y a une personne derrière. Les gens qui parlent de moi à la troisième personne, genre en mode ah putain, il a grossi depuis la dernière vidéo ou des trucs comme ça, tu vois. Ce truc-là, c'est vraiment genre green light pour moi, en mode genre waouh, ça c'est cadeau, parce que du coup ça veut dire qu'il oublie en fait qu'il y a quelqu'un derrière. Et donc quand t'arrives et tu dis genre bonjour, oui effectivement j'ai pris un peu de poids mais promis je vais au sport, etc., le mec est là désolé, oui non alors c'est pas ce que je voulais dire, et le mec bégaye, il parle plus français, et tu sais t'as un peu ce truc de dire eh oui, il y a quelqu'un derrière ce truc là. Et dès que parfois t'as de la haine ou des choses, moi j'aime bien discuter quand même avec les gens. Je peux pas le faire avec tout le monde, mais j'ai l'avantage de ne pas en avoir beaucoup. Donc quand ça arrive, j'essaie de discuter, mais pour expliquer, comprendre, et parfois en fait aussi me rassurer. J'avais fait une vidéo où du coup je tue une langouste. Alors dit comme ça fait un peu peur, mais j'ai tué une langouste. Du coup je dois tuer une langouste pour une recette. Malheureusement, et c'est le cas, et après chacun a ses idées dans la vie, mais c'est que pour manger un animal, on doit le tuer. C'est-à-dire que si vous mangez un steak, il y a une vache qui est morte. Voilà, ça fait partie du truc, et j'entends qu'il y a des gens qui soient pour la défense animale. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message en me disant genre je vous dis pas les commentaires, mais c'était vraiment insultant, menace de mort, et c'était genre en mode des trucs genre il insultait ma mère, il voulait que je crève, etc. Et du coup je trouvais ça d'une violence extrême quand même, alors que en plus je m'attarde pas sur le truc, c'est juste que dans l'étape malheureusement il faut l'achever, ouais. Quoi. Et en plus je fais une méthode qui fait que c'est rapide. Et je discute avec le mec et je lui dis mais en fait je comprends que vous ayez ces trucs là, désolé, j'ai essayé de faire quelque chose de rapide, malheureusement ça fait partie de l'étape de la recette, et voilà. Et je lui dis je comprends que si vous mangez pas de viande, c'est soit quelque chose qui puisse vous choquer. Et il me dit ah non mais je mange de la viande, hein. Et dans ma tête je me dis mais quoi? Et du coup, en fait, je me rends compte que c'est totalement hypocrite, mais le mec ne veut juste pas voir. Et je lui dis, donc dans ces cas-là, en fait, si je vous montre une vache qui meurt, ça vous choque. Et du coup, la discussion a été intéressante pour moi aussi de me rassurer, parce que j'étais là, putain, le mec a envie que je crève, mais pour les mauvaises raisons. Et du coup, genre, ça m'a permis de l'oublier, delete, quoi. Ouais. Mais ouais, je me suis totalement éparpillé sur la haine. Non, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de discuter avec les gens. Ouais. Souvent, ça les ramène. Et par exemple, parfois, il y a des gens qui disent genre, oh là là, sale gueule, et puis en plus, son tablier, il est chum. Et du coup, je dis, mais vous rentrez dans une boulangerie où vous payez pas le pain en plus parce que c'est gratuit. Et derrière, tu dis à la boulangère, oh, t'as une sale gueule ce matin et ta robe, elle est immonde. Enfin, je veux dire, vos parents vous ont dit que c'était possible de faire ça, genre dans la vraie vie.
Parce que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie, il y a des gens derrière. Et je me fais souvent un peu c'est un peu, j'ai l'impression, un combat pas perdu, mais j'ai l'impression de taper dans l'eau avec une épée, mais de pouvoir dire aux gens, bonjour, il y a quelqu'un qui est derrière, que vous ne soyez pas d'accord, etc. Mais je trouve ça important, et souvent, la plupart des gens vraiment bug et disent genre, oui, excusez-moi, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, j'ai retiré mon commentaire. Et du coup, je le fais, alors c'est un peu genre un grain de sable à chaque fois, mais j'ai le sentiment quand même que c'est cool de pouvoir éduquer les gens là-dessus. Ouais, c'est sûr. Enfin, en fait, j'essaie de comprendre la différence de traitement entre les hommes et les femmes sur ce sujet-là, encore un. Mais par rapport à la bouffe, je trouve ça vraiment fascinant, mais inquiétant. Pourquoi, en fait, on donne plus le droit aux hommes de manger ? Il y a vraiment un truc, moi, à chaque fois que je fais une vidéo de food, où en plus j'aime bien manger, donc oui, c'est toujours un peu genre gourmand et tout, des dizaines et des dizaines de commentaires de... c'est marrant. T'incites à la surconsommation, c'est mauvais pour la santé, tu vas devenir obèse. Et je suis là, genre, les gars, genre, juste je me fais plaisir. Et surtout, prenez pas forcément au premier degré. Et surtout, pourquoi est-ce que les femmes sont beaucoup plus victimes de ces commentaires-là quand elles se font plaisir, qu'elles mangent un truc un peu, régressif, et beaucoup moins les hommes? Alors pour le coup, pour être totalement franc, comme j'ai pas ce genre de retour-là, j'avais même carrément pas analysé ce truc-là. Après, je pense que on rentre dans un débat qui est assez profond, mais c'est que évidemment l'image de la femme est tellement contrôlée et tellement ancrée dans nos têtes avec des images publicitaires, etc., que du coup, t'as un espèce de truc de l'homme, ça peut être un bon mangeur, l'image, tu vois, du masculinisme, du barbecue avec la bière, etc., du truc qui est quand même assez ancré. Et donc du coup, t'as un truc de bon vivant, un mec c'est un bon vivant, et une nana par contre doit faire attention. Et ça, c'est terrible. Et alors, pour le coup, ce que je trouve toujours, moi, trash dans ce genre de cas, c'est quand c'est des femmes qui parlent aux femmes. Comme ça, c'est un truc que je comprends pas. Je comprends pas, c'est vraiment les créateurs de contenu ou les stars ou tout ce que tu veux dans une espèce de case au-dessus, et du coup tu te permets de dire des trucs et je comprends pas trop. Tu dis des femmes envers les autres femmes, c'est ça ouais. qui te... en fait c'est de la misogynie intériorisée. Moi, comment je l'interprète, c'est que comme elles se soumettent entre guillemets inconsciemment aux injonctions de la société, elles ne comprennent pas pourquoi toi tu le fais pas. Ouais. Et du coup c'est un peu genre attends, toi aussi faut que tu passes tu vois, par là. Je comprends, mais c'est vrai que c'est un vrai truc de après c'est peut-être mon côté un peu bisounours, mais c'est genre putain, on est tous ensemble quoi. Et là par exemple, tu vois, j'ai encore un mec qui m'a dit genre sur une vidéo toujours hipster 20 sur 20, c'était même pas drôle en plus comme commentaire, mais bref. Et ensuite il répond à son propre commentaire en disant mais la recette est pas mal. Donc genre à mon avis, tu sais, il a vu le premier truc, il a vu un mec barbu avec un bonnet et des lunettes, il s'est dit genre vas-y, un machin, il a regardé la fin de la vidéo et il s'est dit genre ok, c'était plutôt bien cuisiné finalement. Et t'as un espèce de truc, je lui ai répondu en lui disant, trouve pas qu'il y a quand même assez de conflits dans le monde pour que entre nous on se mette sur la gueule parce que tu penses que j'ai l'air d'être un petit parigot ou un truc comme ça. Et j'ai du mal avec c'est un peu un côté bisounours, mais je comprends pas pourquoi les gens se montent dessus. Et tu vois, dans la bouffe, il y a un gros sujet qui est assez compliqué, c'est la consommation de viande. Si tu fais un truc où il y a trop de consommation de viande, tu peux avoir des gens un peu... alors, il y a des gens très gentils qui vont dire « Ah, ce serait cool d'avoir des recettes plus végétariennes », et puis tu as des extrémistes qui vont dire que on est tous des meurtriers, etc. et tout, qui est un discours que j'entends, mais la manière dont c'est fait, c'est pas ouf. Et à l'inverse, si tu fais une côte de bœuf, c'est scientifiquement prouvé, tu auras minimum un commentaire qui va être genre « les véganes en sueur ». Et dans ces cas-là, t'es là genre « mais genre l'huile, le feu, pourquoi ?» Enfin genre, personne t'a demandé. Il n'y a pas de véganes qui regardent la vidéo vu que ça ne les intéresse pas. Pourquoi tu les invites en leur disant hey, « regardez, c'est dégueulasse hein ?» Je comprends pas. C'est ce besoin des gens de devoir créer des conflits. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, c'est un peu des rings. Ouais. Et parfois, les gens ont besoin de se défouler. J'ai le sentiment aussi que l'espace commentaire des réseaux sociaux, c'est comme dans une voiture. Une voiture, tu sais, moi, je veux dire, je suis plutôt quelqu'un de serein, etc., dans la vie, plutôt posé. Mais je peux être vénère. Mais je pense que c'est un truc qu'on nous a mis dans le crâne, que tu vois, tu peux gueuler dans une voiture, etc. Et pour les réseaux sociaux, je pense que c'est un peu la même chose. Les gens ont le sentiment qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils pensent. C'est à la limite de la xénophobie ou des trucs comme ça, mais c'est sur les réseaux sociaux. Il y a une nana, je m'excuse si jamais elle passe par là, mais je me souviens plus de son nom. Elle fait des vidéos parce qu'elle reçoit des menaces de viol d'enfants de genre 13 ans en commentaire.
Et elle fait des vidéos où elle dit ça serait vraiment dommage que je lui réponde. Et en fait, elle lui dit, alors elle cache les messages, mais elle lui dit bonjour nanana en lui mettant son nom. Comment va ta mère qui s'appelle nanana et ton père nanana? Ça va le lycée nanana, etc. Et elle retrouve toutes les infos sur lui parce que tu chopes tout sur internet facilement. Et il dit juste pour information, ton lycée est fermé à cette heure-ci, mais par contre je les appelle demain pour les prévenir. Et du coup, elle prévient le lycée, donc tu t'entends le truc, etc. Et le mec après est en mode genre non je suis désolé j'ai retiré mon commentaire et elle a un vrai truc où elle dit je suis désolé pour ce jeune homme, malheureusement c'est pas lui en particulier mais il faut que ça change, etc. Et elle va au bout en règle générale et du coup elle prévient, ça retombe sur les parents et tout, mais il y a un vrai truc de pouvoir changer ce truc là, c'est pas un espace sans droit et Ouais, sans, c'est clair. sans- C'est sans hyper rien, intéressant, je la connaissais pas, je mettrais... je te l'envoie je et mettrai dans les je vous notes. l'envoie, Ouais. je trouve ça assez alors c'est un acte engagé, quand même, ce qu'elle fait, etc. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui disent oui, ce pauvre gamin, etc. et tout. Et je peux comprendre. J'entends assumer qu'effectivement, ses actes, hein, oui, il faut assumer ses actes, très clairement. Mais dans la vidéo, du coup, elle peut, tu vois, les gens se disent oui, mais toi, t'es grande, machin, tu comprends le truc, lui, il comprend pas. Malheureusement, du coup, elle l'affiche pas directement, il est flouté, enfin, il n'y a pas Ouais, son c'est nom ça, ni rien, ouais. elle le placarde pas. Mais au moins, elle explique le truc et je trouve ça vraiment très bien de revenir à la source. Et comme les gens, tu vois, qui aujourd'hui peuvent pas t'insulter, mais dire des trucs un peu méchants, etc., j'aime bien leur répondre parce que tout de suite, il y a une espèce de prise de recul et de compréhension de l'existence de l'autre. Et voilà. Pour terminer sur ce sujet de différence de traitement homme-femme, parce que bon, c'est un sujet qui m'intéresse et je trouve que dans l'alimentation, c'est quand même vachement le cas. Est-ce que toi, tu rencontres, parce que c'est aussi à l'inverse, hein, des comportements qu'on associe beaucoup aux femmes, mais est-ce que tu as une forme de culpabilité alimentaire? Est-ce que, parce que en vrai, tu manges aussi beaucoup pour les recettes que tu testes, enfin, tu vois, j'imagine que tu n'as pas une alimentation comme le prendraient des diététiciens, donc comment enfin, est-ce que c'est un sujet? Est-ce que tu te prends la tête par rapport à ça? Enfin, tu vois, je trouve ça intéressant de comparer. Oui. Très, très bonne réponse. Oui. Merci non, c'est un vrai beaucoup, sujet. Hugo. Je sais alors, du coup, là, c'est carrément perso. Enfin, on sort du truc, mais toujours dans ce truc un peu du regard de l'autre que j'ai toujours un peu de mal, etc. Physiquement, j'ai toujours eu ce truc de pas forcément être méga à l'aise dans mon corps. J'étais quand même en surpoids quand j'étais ado, etc. Là, aujourd'hui, j'ai ce vrai truc qui est vraiment, c'est le amour-haine, quoi. C'est-à-dire que j'adore manger. Aujourd'hui, tu vois, quand tu fais un livre, par exemple, c'est 8 recettes par jour. Donc tu fais genre des carbonara, une côte de bœuf, et puis juste après une tarte, un machin, un truc. Et je sais pas ne pas manger, tu vois. Moi, je sais pas dire bon bah la tarte faut qu'on trouve Pareil. quelqu'un. Ah ouais, je suis obligé de la manger, je suis obligé de goûter. Alors évidemment, je mange pas tout, mais du coup je grignote toute la journée. Il y a un vrai truc. Et ça, je culpabilise moi vraiment parce que j'ai un truc où c'en est à me faire. Alors je me fais pas vomir, mais je veux dire à la fin de la journée, j'ai pas faim le soir et je me dis putain. En même temps, mec, tu m'étonnes. Je veux dire, t'as mangé ta recette de pâtes, t'as grignoté un peu par-ci par-là, et en fait, du coup, t'as plus faim. Donc, j'ai un peu ce truc de réussir à. Et c'est compliqué, et on essaie de le faire d'autant plus, mais tu vois, genre prendre les recettes qu'on fait, j'ai une machine sous vide, mettre sous vide, aller voir très vite des potes et dire genre, tenez, c'est cadeau, ça fait plaisir. Parce qu'il y a un vrai truc là de. C'est même pas. Enfin, je pense que c'est sain comme réflexion, tu vois, mais c'est un moment de pas trop manger n'importe comment toute la journée, quoi. Ouais, c'est dur, je trouve, de trouver l'équilibre entre se faire plaisir et savoir quand finalement ça devient contre-productif. Ouais, et puis moi j'ai un vrai truc, c'est que comme je te dis, c'est une passion de manger. J'ai vraiment, pour moi, si on pouvait manger et que ça n'ait aucun impact sur notre corps, ce serait génial parce que, alors au-delà du physique, et d'autant plus depuis que j'ai un enfant, mais il y a l'aspect santé qui rentre en jeu beaucoup plus que l'apparence physique maintenant. J'ai oublié, tu vois, que j'aurais les abdos de Brad Pitt dans Fight Club. Mais par contre, il y a ce vrai truc de dire, putain, j'ai envie d'être, tu vois, genre à 40, 50, 60 ans, être ce daron qui est bien dans ses baskets, qui tousse pas quand il monte les escaliers et qui est pas genre en mode, oh putain, je suis fatigué. Et du coup, j'ai ce truc-là que j'ai quand même envie d'avoir. Et quand t'es dans la bouffe et que t'aimes ça, c'est compliqué, hein. Et comment t'abordes tes food trips, justement? Est-ce que tu te fais des parcours? Enfin, tu vois, comment est-ce que tu définis un peu tes itinéraires et ce que tu vas tester sur place? Alors du coup, moi j'ai, comme les autres trucs, tous les restos que je fais, là par exemple Copenhague, j'avais 3 restos réservés, mais j'avais pas les billets pour y aller, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc de me dire, je sais toujours où je vais manger, mais donc j'ai une liste de restos qui est toujours très importante dans mon téléphone.
Donc là, il a fallu choisir lesquels parce que ça, c'est un autre problème quand t'aimes bien manger, mais c'est que tu ne peux pas techniquement manger 5 fois par jour. Choisir, c'est renoncer. Donc il faut choisir, ce qui est compliqué. Dans ce truc-là, on a pris le parti de prendre ceux qu'on aimait bien, qui seraient visuels, qu'on avait envie de tester vraiment. Les autres, ils sont, tu vois, dans un Mapster ou dans la description de la vidéo. Et après, évidemment, il faut évidemment faire des choix, montrer aussi des lieux qui nous plaisent et qui permettent de faire tout ça. Et puis, tu vois, en termes de logistique, t'es obligé d'essayer de faire par quartier, de t'organiser, parce que tu peux pas non plus faire 6 fois le tour de la ville par jour, quoi. C'est quoi ta meilleure surprise culinaire récente ? En fait, il y en a tellement que parfois je les oublie et quand on me pose la question, le lendemain, je dis merde, j'aurais dû dire ça. Ça peut être une boulangerie, ça peut être un... Il y a un truc, alors moi, j'habite à Bruxelles, ce sera pour nos amis bruxellois, mais une boulangerie qui s'appelle Cobbs et qui fait du pain au levain incroyable. Et ils changent régulièrement les petites gourmandises, tu vois, sucrées qu'ils ont. Et ils font genre notamment un croissant carré. Ou des brioches, c'est très brut, nature, etc. J'adore. Et ça, typiquement, tu vois, tous les matins, moi, je peux faire petit-déj boulange, mais c'est pas possible techniquement, tu vois, pour mes artères. Ouais. Surtout quand t'as tourné une recette de lasagne la veille, quoi. En parlant de croissant, si t'as pas testé, alors je m'en veux, j'ai oublié le nom, mais c'est dans la vidéo qu'on a fait avec le guide ultime. Ah oui, on a fait une Victor, journée avec Victor, on a testé un croissant cookie. Un crookie et dans l'idée tu te dis sacrilège. En vrai, moi dans l'idée c'était comme leur céréale croissant, dans l'idée je me disais sacrilège. Et en fait c'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé ces dernières semaines, ce croissant cookie. C'est bon ça. Ah ouais, franchement c'était fabuleux. Ouais, j'aime bien, ouais. Je vais encore aller manger, je vais manger juste après. Mais oui, t'as ce truc de pouvoir tester des choses. Et après, moi, j'ai ce côté curiosité, tu vois. Découvrir des nouveaux trucs. Je suis allé aux Philippines, là, cette année. On avait un guide et on a fait des boui-boui, vraiment des trucs. Mais j'ai goûté des trucs que je n'aurais jamais imaginé goûter. Et je trouve ça incroyable, tu vois, de faire tous ces trucs-là. Copenhague, j'ai eu la chance d'y être déjà allé plusieurs fois. Et c'est plutôt cool, d'ailleurs, pour organiser parce que tu as une vision d'ensemble de la ville. Des trucs que tu as déjà fait, des trucs que tu as envie de faire. Mais ils ont un rapport à la gastronomie aussi, tu vois, avec... Il y a eu le Noma, qui est l'un des plus grands restos du monde, où j'ai eu la chance de manger aussi, mais qui fait beaucoup moi, j'ai adoré. Il y a des gens qui aiment bien le détester, mais moi, je suis fanboy. C'est 1 an à l'avance, je crois qu'il faut réserver. Ouais, c'est 6 mois. Je l'avais fait pour les 30 ans de Margot. Et c'était post-Covid, donc c'était très très cool. C'est vraiment l'une des plus belles expériences qu'on a eues de notre vie en termes de service. Tu sais, c'est un 3 étoiles, meilleur restaurant du monde. Moi, je m'attendais à un truc. Enfin, je m'attendais à rien, justement, je savais pas trop quoi, mais les serveurs sont en mode genre ultra amicaux, tout se passe bien, et à la fin, tu commences à discuter avec les tables d'à côté, etc., de ton expérience. Et il y a un moment, un mec, tu vois, un serveur qui dit « Vous voulez pas que je rapproche les tables, là? Vous êtes loin quand même pour parler. » Ouais, pas de souci. Donc en fait, il dit genre « Vous voulez reboire un dernier verre avant de partir ?» Et en fait, tout le monde commence à être debout dans le resto, à discuter. « Ah, ok, toi, t'es là à Copenhague, t'habites ici. » Et en fait, du coup, tu te retrouves, c'était genre soirée debout, genre appart, tu vois. Alors, il n'y avait pas de la musique, on fumait pas des clopes dans le resto. Mais il y avait ce truc, tu sais, de convivialité, c'était vraiment trop bien et on est sorti un peu bourré, mais c'était beaucoup bourré, mais c'était vraiment très très cool. Mais donc tu as toute cette mouvance d'une cuisine qu'on connaît pas trop en termes de goût, c'est des goûts différents, c'est la Scandinavie déjà, donc il y a plein d'habitudes culinaires qu'on n'a pas et c'est trop cool de découvrir des nouveaux trucs qui te chamboulent un peu, quoi. Est-ce qu'il y a une culture culinaire que tu n'as pas encore découverte, que tu aimerais découvrir ? J'adore le Japon. Alors j'ai déjà découvert la culture culinaire, mais mon rêve ultime, c'est Tokyo, quoi. J'ai une liste de restos, il faudrait que j'y reste 3 mois, mais je rêve d'y aller. C'est un truc, typiquement, tu vois, dans le côté genre passionné de la cuisine, pour moi, c'est la quintessence de tout ce que j'aime. C'est précis, avec des goûts originaux, mais ça reste quelque chose de... sain, alors on s'entend, mais dans le sens où tu vois, c'est des choses qui sont raisonnables en termes de portions. C'est pas gras, c'est pas ouais, alors tu as quand même des trucs gras, mais t'as l'impression que tout est bien fait. T'as le sentiment que c'est des bons produits. Alors il y a des trucs industriels aussi, hein, mais ce que je veux dire, c'est que dans les restos que j'ai en tête, tu te dis pas ouais, vas-y, mon dream, c'est cet énorme cochon entier ou je sais pas quoi. Ça va être des trucs un peu plus précis où tu peux goûter des goûts, etc. Et ça me passionne de voir des vidéos genre Chef's Table quand c'est au Japon. Il y en a un sur les pizzas, si vous avez pas vu. D'une sur les pizzas au Japon ? Ouais. En fait, il y a une pizzeria à Kyoto qui s'appelle Monk, qui est du coup un mec qui est passé par le Noma, d'ailleurs, très belle transition, mais qui a ouvert une pizzeria là-bas. Et du coup, il y a genre 5 places assises.
il a un four à pizza et genre il fait des pizzas mais avec des champignons sauvages, avec du poisson, des trucs comme ça. Mais genre, la pizza, c'est une œuvre d'art, t'as pas envie d'y toucher. Typiquement, ça, c'est bien un truc que j'aimerais faire, quoi. Est-ce que ça, tu penses que tu peux le faire maintenant que t'es devenu papa ? Le voyage ? Ouais, genre 1 mois au Japon, tu vois. Alors, la chance qu'on a avec Margot, c'est que, et il a pas encore 3 ans, mais c'est que techniquement, on peut partir avec lui. Ouais, c'est vrai. Donc il y a quand même un truc génial de travailler à 2 aussi, c'est un des avantages complètement fou, mais c'est qu'aujourd'hui on peut s'organiser dans notre vie comme on le souhaite, vu qu'on est tous les deux dans ce truc-là. Partir 1 mois au Japon, sauf si Marius vient avec nous et qu'il n'a pas encore école ou que c'est l'été, c'est quelque chose qu'on peut faire, donc ça c'est quand même assez cool. Et tu as aussi ce truc de dire, comme on est à 2, on peut aussi... la création de contenu, c'est justement la manière dont on le fait, mais tu peux très bien imaginer, tu vois, partir là-bas, être avec lui, lui faire découvrir des choses, et en même temps pouvoir créer du contenu. Bah ouais, c'est vrai. C'est pas facile, parce que déjà, sans enfant, c'est pas facile. Avec un, ça rajoute une contrainte supplémentaire, mais je vous invite à suivre Social Food, Shirley et Mathieu, qui sont un couple qui ont un enfant qui a à peu près le même âge que Marius Milo. Et eux, ils voyagent beaucoup plus que nous avec leur enfant. Là, ils sont à Hong Kong en ce moment avec lui. Et ils sont photographes, donc ils font quand même, genre ils bossent toute la journée, ils arrivent avec lui. Alors là, ils ont un petit cheat code, mais je crois qu'il y a la mère de Shirley qui est avec eux pour justement faire des baby-sit quand ils ont beaucoup de boulot. Mais je veux dire, c'est possible, quoi. Après, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est possible. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir un enfant ? Franchement, je pense que c'est t'es plus ta propre priorité. C'est un truc qui est... tu l'as en tête avant, mais en fait, tu ne penses plus... c'est plus à toi que tu penses en premier. Et pourtant, je suis pas très égocentrique comme gars, mais d'instinct, tu vois, tu penses forcément... dès que tu fais un choix dans la vie, ça passe un moment par la case, genre, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que machin. Là, aujourd'hui, tu as ce truc-là de te dire... j'ai mon fils, et du coup, tous les choix que tu vas faire, ils sont plus directement orientés par toi, ils passent par quelqu'un d'autre, tu vois. Et du coup, c'est un vrai changement radical dans la vie d'impacter tout ça, quoi. C'est pas trop dur de devenir parent ? Alors, c'est vraiment un truc, je me dis, t'as pas de mode d'emploi, quoi. Ouais. Alors non. Et ça, alors je trouve... En fait, il y a un espèce de truc inné où tout le monde arrive à bien se mettre dedans, etc. Je trouve ça assez fou. En revanche, le coup du mode d'emploi, c'est marrant parce que... très bon film, Bébé mode d'emploi, mais il n'y a pas de mode d'emploi, et ce qui est drôle, c'est que tu te dis, mais bon, les gens vont t'aider, etc. Et meilleur exemple que je cite toujours, mais c'est que, par exemple, tu vois, Marius faisait pas bien ses siestes au début, et on va voir le pédiatre, et on lui dit, genre, oui, il fait pas bien sa sieste, etc. Il dit, mais laquelle ? Je dis, la sieste, du milieu de la journée. Et on dit, bah ouais, non, mais nous, on essaie de lui en faire 2, mais ils disent, mais à cet âge-là, il faut qu'il en fasse au moins toutes les 2 heures, blablabla. Et dans notre tête, t'étais là, mais ouais, mais vous ne nous l'avez pas dit. Il dit, je pensais que vous le saviez. Et t'es là, non, on n'a pas reçu la Bible au début où il y a marqué genre étape numéro 4, les siestes. Donc il y a un truc où il faut que les gens le disent. Et c'est pareil, tu vois, j'en discutais avec ma mère, elle disait, j'osais pas vous le dire parce que bon, j'ai pas du tout envie d'interférer dans votre éducation. Mais c'est vrai que ça me paraissait étonnant que vous le fassiez pas dormir plus le matin. J'étais là, mais les gars, si personne nous le dit, comment on peut le savoir ? Donc aujourd'hui, je me fais... j'étais dans les premiers de mes potes à avoir un enfant. Donc aujourd'hui, je fais un peu les mémos, tu vois. En mode, les gars, pensez bien faire ça, c'est ça. Parce que je me dis, putain, moi, j'aurais bien aimé sur certains points qu'on me le dise, quoi. Et tu penses que pour ta vie pro, ça a été une... comment dire ça ? Ça t'a permis de devenir meilleur, finalement ? Parce que c'est un discours qu'on entend de plus en plus, que je trouve intéressant, où finalement, on est encore... plusieurs à le percevoir comme une contrainte, et j'entends de plus en plus de mamans ou de papas qui disent non, en fait ça m'a permis d'être hyper efficace, ça m'a permis justement peut-être de me détacher plus facilement du regard des autres parce que en fait t'as un truc qui est beaucoup plus important dans ta vie. Enfin, comment est-ce que toi ça a changé ta vie pro ? En fait, là où ça change radicalement, c'est que, encore une fois, comme t'es plus le centre de ta propre attention, il y a ce truc de pouvoir te dire, par exemple aujourd'hui, tu vois, en tout cas dans le métier qu'on fait, je reçois beaucoup d'invitations, des choses comme ça. Et alors ça fait peut-être partie de ma personnalité aussi, mais je sélectionne beaucoup plus sans être, tu vois, élitiste en disant je fais que ça, mais c'est qu'aujourd'hui, je sais que ma vie de créateur de contenu, j'ai envie qu'elle s'arrête à un moment de la journée pour être disponible pour lui et pour pouvoir passer du temps avec. Là, tu vois, par exemple, je suis à Paris je devais faire l'aller-retour, tempête, j'ai dû dormir à Paris. Il y a un peu ce truc où je me suis dit... Tu vois, alors je suis content, j'ai vu des amis, je sors, c'est sympa, hein, je me plains pas. Mais dans ma tête, tu vois, je me dis, ça aurait été une soirée qui aurait pu être cool avec lui, tu vois. Donc il y a un peu ce truc où tu te réorganises pour te dire que, encore une fois, c'est un peu lui la priorité, surtout dans les jeunes années.
et que t'as pas envie d'être absent, mais que tu focalises aussi ton esprit, ton travail pour que lui ait une belle vie, quoi. Et même par exemple, tu vois, c'est tout bête, mais quand j'ai créé Woogies, je savais que Margot était enceinte. Alors c'est pari sur l'avenir, mais je m'étais dit si jamais ça marche, j'ai pas envie de mettre mon prénom et mon nom de famille. J'ai pas de cadavre dans le placard, mais je me suis dit genre si demain, tu vois, tout le monde le reconnaît parce que genre si jamais ça marche, il y a un truc où genre Margot, si jamais on se marie demain, qu'elle ait le même nom que moi, etc. Genre ah mais t'es la femme de machin ou t'es le bidule. Je m'étais dit je veux me créer un alias qui me permette de genre tout va bien dans la vie, quoi. Et du coup c'est des trucs aussi où tu réfléchis un peu comme ça. Alors j'étais en mode un peu dream, tu vois, du truc, mais aujourd'hui je suis très content de pouvoir un peu scinder tout ça, quoi. Et Woogies, ça vient d'où alors ? C'était un surnom qu'on me donnait, du coup je m'appelle Hugo, à un moment c'était Huggies, Hughes, Yougies, Woogies, et au moment où il fallait créer les noms sur Insta, quand je me suis inscrit sur Insta, je pense ça devait être 2011, 12, je sais plus, j'avais créé mon compte perso, Woogies, et au moment de créer mon compte culinaire, donc là il y a 3 ans, je m'étais dit qu'est-ce qu'on choisit comme nom, et je m'étais dit je veux pas que ça s'appelle genre Hugo en cuisine, ou la cuisine d'Hugo, ou les trucs comme ça, et je me suis dit Woogies, ça fait un peu américain. Il y a le côté un peu dîner américain avec le S apostrophe, et en même temps c'est moi vu que c'était mon surnom que j'avais sur Insta, donc je n'inventais pas un truc sorti de nulle part, et ça a bien marché. Super chiant à écrire, il y a un H, 2 O, Y, S, et super chiant à prononcer, parce que comme je le dis pas dans les vidéos, il y a des gens qui m'appellent Woo Guys, genre Woogie, enfin bref, donc j'ai plein de versions différentes, mais chacun se l'approprie. C'est ça. J'ai quelques dernières questions pour toi. Comment est-ce que tu progresses ? Je fais beaucoup d'analyse. J'analyse ce que je fais. Donc, c'est pas un truc inné en me disant genre ah putain, je trouve que j'ai été meilleur là-dessus. C'est je vais vraiment analyser. Si on parle par exemple des contenus, j'en parlais un peu tout à l'heure. Est-ce que ça c'est bien ? Comment je peux progresser ? J'ai une autocritique qui est assez dure, qui est pas genre déraisonnée, tu vois, je me dis c'est de la merde ou des trucs comme ça, mais par contre un contenu sort, j'arrive tout de suite à me dire ça j'aurais fait peut-être différemment, ou ça il faut que j'essaye vraiment de faire comme ça, et j'ai la chance de pas avoir trop d'ego, donc du coup en fait j'arrive totalement à me dire quand un truc est pas bien. J'ai fait une interview là qui était pas bien, bon, c'était pas de ma faute malheureusement, mais c'est plus dans le rendu, etc. Et je me suis dit genre ok, c'est pas bon ça. Faudrait que si je dois le refaire une prochaine fois, je le ferai différemment. Mais tu vois, j'ai pas ce truc de me dire allez, j'oublie, mais juste je prends, j'empile dans mon cerveau en me disant genre ok, info pour la prochaine fois, essayer de faire plus comme ça. Tu vois, genre d'analyser. Et par exemple, il y a des gens qui disent je regarde jamais ce que je fais, tu vois, ou les trucs. Moi par exemple les podcasts, enfin je serais le premier à regarder ou à écouter celui qu'on a fait, non pas parce que je vais me dire genre hey, t'es pas mal toi, mais plutôt en me disant genre alors je parle beaucoup, j'arrive à me lâcher, et si tu me poses des questions on peut rester toute la journée comme ça, mais j'ai ce truc de me dire putain, est-ce que j'ai pas dit un truc con à un moment, ou est-ce que je me suis pas contredit, ou est-ce que tu vois, dans cette espèce de truc de me dire c'est un exercice qui est pas évident, tu vois, de parler comme ça pendant 1 heure, le temps passe, on est à 2 heures, ouais. On a 2 heures, on n'a pas un resto nous, mais donc du coup il y a ce truc de se dire ouais voilà, comment tu parles, est-ce que il y a un truc que tu peux améliorer, est-ce que tu as des tics de langage auxquels il faut penser à ne plus faire, enfin des trucs comme ça où j'essaye de me regarder et de me corriger, quoi. Si tu avais un livre ou un film ou une ressource que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, qui t'a touché, ce serait quoi ? Moi, j'ai un vrai truc avec... je vais faire food, pour le coup, vu que c'est quand même mon milieu. Je vais en mettre 2, mais je vais en mettre 3, pardon. Mais c'est un truc qui a été vraiment fondateur dans ma manière de voir la cuisine. Je vais faire du plus mainstream, mais qui est Chef's Table. Sur Netflix, que je trouve incroyable. C'est du coup un épisode, un chef ou une chef sur sa vision de la cuisine, pourquoi il est là. C'est souvent des personnalités très fortes, et je trouve ça incroyable, et c'est passionnant, c'est très beau. Il y a Ugly Delicious qui est aussi sur Netflix, qui est avec David Cheng, qui a du coup une chaîne de restaurants aux États-Unis, mais qui lui décortique la cuisine. Donc il va avoir un épisode sur les pizzas, un épisode sur les raviolis, un épisode sur le poulet frit, et il va aller dans le monde entier pour comprendre pourquoi ça vient de là, pourquoi genre au Japon et aux États-Unis on a du poulet frit, est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire où ça c'est ultra intéressant.
J'adore David Cheng, donc il hoste trop bien l'émission. Et le dernier, Introuvable. Par contre, je suis désolé, mais il est plus disponible nulle part. Il faut le télécharger légalement, mais aux États-Unis, il n'y a pas de sous-titres, c'est chiant, mais c'est Mind of a Chef. Et du coup, c'est vraiment là, genre Chef's Table, mais en version longue. C'est-à-dire que c'est une série, une saison, un chef. Donc ça va être 6 épisodes sur un chef, comprendre sa cuisine, son histoire, d'où il vient, pourquoi il fait ça. Et en fait, je trouve ça ultra intéressant de comprendre pourquoi, en fait, dans ton assiette où il y a du maïs, le mec te raconte son histoire, de là où il vient, le producteur, comment il l'a rencontré, comment il a décortiqué, tout le travail qu'il y a derrière. Et en fait, je trouve ça passionnant. Trop cool, merci, ça me donne grave envie d'aller voir tout ce que tu as recommandé. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qu'est-ce que ce serait ? Je dirais Maurice Sacco, tiens. Ok, c'est en cours. C'est vrai Ah bah je vais l'entendre. Non mais franchement, plus dur à voir que le pape. Hein. Ouais, il est très occupé. Il vient d'être papa aussi, je crois. Enfin, bon, il vient d'être papa, il y a comme une émission à la télé, il a un restaurant étoilé. Le mode, on a pas mal de trucs à gérer. Et comme ça, le message passe, si vous nous écoutez, sa team. Mais donc du coup, il y a vraiment, pour moi, j'aime bien aussi, je le connais pas personnellement, je suis beaucoup ce qu'il fait. Mais typiquement, je me retrouve aussi, par exemple, il est papa, comment tu gères aujourd'hui tout ça ? Sa relation, j'ai écouté c'était Hot Ones avec Alexandre Astier qui parle de ses enfants. Putain, mais frissons et larmes, parce que d'écouter des gens qui m'inspirent comme ça, qui parlent de ça, j'ai pris ça, enfin limite je pense que je vais le faire graver, la phrase où il parle de ses enfants et comment lui il les éduque. Et il y a un vrai truc de dire, ok, tu vois, des gens avec qui tu peux t'identifier un peu. Maury, tu vois, il fait plein de sujets, genre ce soit le resto, la télé, un enfant. Comment tu gères tout ça ? Comment t'évolues ? Est-ce que ça l'aide justement dans sa cuisine ? Est-ce que dans la création, tout ça ? Donc, ouais, très intéressant. Écoute, je vais te poser du coup la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? C'est très large, le plus dur, ça va être de la condenser, mais pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, le premier truc qui me vient en tête, c'est de tenter, de faire. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous en soi un truc, tu vois, quelque part, une passion, quelque chose qui est caché au fond de nous, qu'on a envie de faire, et il faut tenter, parce que qui ne tente rien n'a rien, très galvaudé, mais je pense que prendre le pouvoir de sa vie, c'est de se dire, ok, j'ai envie de faire un truc, je le tente, si ça marche pas, c'est pas grave, si ça marche, c'est tant mieux, mais c'est essayer, quoi. Parce que vivre dans la frustration et le regret, c'est pour moi l'anti prendre le pouvoir de sa vie, quoi. Trop bien. Merci Hugo. C'était hyper chouette, franchement, j'ai passé un très bon moment. Et moi aussi. Écoute, j'ai trop parlé, il faut que je suis totalement asséché. Ah non, mais c'est le but du podcast, hein. Tant mieux. Parfait. Pour les personnes qui sont encore là, et elles sont nombreuses, qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Mais je vous invite à aller sur YouTube, c'est un peu mon dada en ce moment, du coup c'est Woogies, WHOOGYS, et sur Instagram et TikTok où je fais des recettes faciles. Et il y a mon livre qui est sorti l'année dernière, qui est toujours disponible, qui peut faire un très bon cadeau de Noël. Donc voilà, le livre, les réseaux, et qui sait, demain Netflix. Bonjour Netflix. Le message est passé. Merci Hugo, à très bientôt. Au revoir. Bye.